Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission Fan d'improvisation, au microphone Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Bonjour. Que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, CKUM le 93,5 FM à Moncton, ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion, ça c'est des podcasts en bon français, sur un objet électronique près de chez vous. Bienvenue à Catégorie libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province, question de faire un survol de leur carrière et une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Notre invitée cette semaine, Isabelle Godin, à ne pas confondre avec Isabelle Gauguin. Ça va être bien là. Isabelle a commencé sa carrière à la polyvalente Louis Mailloux de Caraquette comme joueuse de cette équipe, puis joue une saison à la Ligue d'improvisation Chaleur, à laquelle elle donnera beaucoup de son temps à titre de bénévole au cours des années. Elle fait son parcours universitaire à l'Université de Moncton, campus Moncton, mais ne jouera pas à la LICUM. Plutôt, elle devient juge de ligne, puis en charge des horaires de l'équipe de soutien, puis coordinatrice pour 2 ans. Pendant ce temps, elle s'intéresse au réseau des écoles secondaires et devient arbitre en chef, rôle qu'elle occupe encore à la majorité des tournois. Elle arbitre aussi à la Ligue d'improvisation des écoles secondaires du Sud-Est, la LIS, aux Zèbres d'Or et arbitrait la finale d'improvisation des Jeux de l'Acadie 2015 devant une foule record. Son style d'arbitrage l'a fait être surnommé Shotgun. Isabelle Godin, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'être là, Isabelle. On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord et, dans la deuxième moitié de l'émission, des bases de l'arbitrage d'impro. On est 3 arbitres ici. On devrait avoir quelque chose à dire là-dessus. C'est un rôle qui ne t'est pas inconnu. En effet. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. On les utilisera pendant l'émission. Isabelle, comment t'as commencé de faire de l'improvisation? J'ai découvert l'impro grâce à une de mes amies au secondaire, Lise Thériault. Elle était joueuse pour l'équipe d'improvisation à l'école secondaire Népisiguit. Elle faisait partie de la Ligue d'improvisation Chaleur et lorsque je l'ai visitée un quelconque lundi soir, elle m'a invité à venir voir le match. C'est la première fois que j'assistais à ce que c'était qu'un match d'improvisation. J'ai rencontré beaucoup de gens vraiment intéressants, vraiment différents durant cette soirée-là et j'ai pogné la piqûre automatiquement. J'ai essayé de faire partie de l'équipe d'improvisation de mon école à plusieurs reprises par la suite pour des raisons que je nommerai pas, c'était technique de toute façon. Je n'ai pu être joueuse qu'à ma 12e année, donc à l'année durant laquelle j'étais finissante. Fait qu'en tant que joueuse, comment est-ce que juste pogner une année comme ça, c'était-tu assez? Personnellement, je dirais que non. J'avais et j'ai encore à ce jour certains problèmes au niveau de ma confiance au niveau du jeu. Donc, de n'avoir qu'une année dans mes poches lorsque je suis sortie du secondaire, c'était définitivement pas assez pour me donner la confiance dont j'avais besoin pour pouvoir poursuivre ma carrière en tant que joueuse. Mais malgré tout, on avait une bonne équipe à la PLM. On avait des joueurs qui on s'acceptait les uns les autres, on s'aimait beaucoup. Donc, j'ai quand même eu de très bonnes expériences de jeu. Puis, on était chanceux aussi d'avoir la chance d'organiser le tournoi régional durant l'année 2007. Donc, ça a eu lieu à Caraquette. On a aidé à l'organiser. Puis ensuite, on s'est classé pour la Gougoune. Donc, j'ai au moins eu l'expérience de 2 tournois en plus des pratiques et matchs qu'on avait fait à l'école. C'était comment pour toi, ça, participer à un tournoi? C'était étrange, un peu épeurant. Pour être honnête, mon premier tournoi, c'était vraiment ma première expérience de jeu devant une foule. À ce que je me rappelle, on n'avait jamais fait de match devant l'école. Peut-être que je me trompe, mais enfin, si c'est le cas, j'en garde aucun souvenir. Donc, j'ai vraiment eu je me rappelle à mon premier match que j'étais vraiment bloquée. J'étais assise sur le banc. J'essayais juste de me convaincre qu'il fallait que j'essaye d'embarquer et c'était un blocage total. Heureusement, mon entraîneur, Rémi Goupy, m'a quand même appuyé, m'a donné du temps, puis il m'a quand même donné chance de m'habituer avant de me lancer dans la gueule du loup. Dans le fond, il a juste fallu que j'embarque dans une impro, que je me casse la gueule pour que je me dise, OK, ça a peut-être pas très bien été, mais au moins la glace s'est brisée. Donc, à partir de maintenant, le pire est passé. Je peux continuer puis essayer de persévérer, d'augmenter mon niveau de jeu, puis essayer des choses dans lesquelles je me sentirais plus à l'aise. T'as pas arrêté de jouer là, par exemple? Surtout que t'as été diplômé de l'école secondaire, t'as tout de suite sauté dans une autre ligue. C'est une drôle d'histoire, ça. Ah? J'étais censée être substitut
pour la Ligue d'improvisation chaleur durant l'édition 2007. On m'avait offert la position. Je l'ai accepté puisque je ne savais pas si mon horaire me permettrait de toute façon d'être à tous les matchs. Donc, je me disais, OK, en tant que substitut, même si je suis pas présente, c'est pas la fin du monde. À moins que quelqu'un manque. Oui, et c'est ce qui est arrivé. Et pour une raison quelconque, on a oublié de me dire que notre joueuse partante avait été obligée de lâcher l'équipe. Et donc, je me suis retrouvée à être joueuse partante et je n'en avais aucune idée. Donc, le premier match, je l'ai manqué parce que je pensais que j'étais substitut. J'avais pas demandé mon congé à l'emploi. On m'avait pas informé qu'il manquait quelqu'un. Donc, non seulement j'avais pas demandé congé, mais en plus, je vivais à distance. Donc, il fallait que je demande congé, mais en plus que j'ai une voiture que je pouvais emprunter à mes parents pour pouvoir me rendre. Le lendemain, on m'a contacté pour savoir s'il y avait une raison pourquoi je n'étais pas présente. Puis, vous m'avez pas dit? C'était pas mal ça la raison. Je suis restée un peu bête. Je me disais, oh, OK, donc, apparemment, je suis joueuse partante pour l'équipe des Bleus. J'ai assisté, donc on avait 3 matchs de la saison régulière. Je crois que j'ai pu assister. Non, j'ai assisté aux 2 matchs suivants, mais je n'ai pas pu assister à la demi-finale. Puis ensuite, j'étais à la finale. Donc, ça a été une drôle de saison pour moi. J'ai manqué quelques-uns de mes matchs pour des circonstances incontrôlables. Mais ça a donné chance à Marc Bernier de s'illustrer dans notre équipe, donc tant mieux pour lui. Ouais, il a bien fait après lui. Hein? Il a assez bien fait après. Suite à ça, tu viens à l'Université de Moncton. J'arrive à l'université, j'entends parler de la LICUM. Je me dis, pourquoi pas? On va faire les auditions, on va voir ce que ça va donner. Donc, je me rends sur place, je fais les auditions. Disons que l'improvisation que j'ai fait au niveau d'audition était très très lente à starter. J'en garde des mauvais souvenirs. Tu te réveilles en sueur dans le milieu de la nuit. Ça a pris tellement de temps avant que je décide, OK, il faut que je fasse quelque chose dans cette improvisation-là. Donc, évidemment, je n'ai pas fait la cote. Mais la manière que c'était fait dans ce temps-là, si je me souviens bien, on nous annonçait sur place qui étaient les équipes. Il y avait pas, les médias sociaux étaient moins présents dans notre univers improvisatoire dans ce temps-là. Donc, on nous a annoncé sur place qui faisait les équipes et on a demandé à ceux qui n'étaient pas sélectionnés s'ils désiraient offrir de leur temps à titre de bénévole et c'est ce que j'ai fait. J'ai été donné mon nom à une charmante demoiselle s'appelant Isabelle Gauguin pour pouvoir... je suis assez têteuse. Non, mais c'est bon de spécifier là, parce que des Isabelles, il y en a beaucoup. Un jour, on aura peut-être un podcast avec les 16 Isabelle en improvisation ensemble. Ça n'a aucun sens. Ça se fait. Mais donc, c'est ça. J'ai donné mon nom pour être bénévole et j'ai commencé à titre de juge de ligne, poste que j'avais déjà occupé au sein de la Ligue d'improvisation chaleur dans des occasions où il se promenait un peu dans la province, pas durant les saisons de la Ligue comme telle, mais pendant les matchs hors saison. Donc, j'avais quand même un peu d'expérience dans le domaine. Parce que toi, tu as donné ton temps à la Ligue aussi, là, les étés. L'hiver, tu étais super bénévole à la LICUM, puis l'été, tu faisais la même chose pour la Ligue? Autant que possible, oui. C'est sûr que j'ai pas toujours eu à ma disposition une voiture pour me rendre au match de la Ligue d'improvisation chaleur de façon régulière, mais j'essayais le mieux possible de leur offrir de mon temps, leur faire la promotion dans ma région, puis d'emmener des gens pour aller être membre du public aussi. Donc, quand je montais, c'était un peu un road trip en gang pour pouvoir assister à ces matchs d'improvisation. Dans le cas de la LIC, j'ai surtout été DJ pendant... C'est d'ailleurs le premier poste que j'ai occupé en tant que bénévole. J'arrive à un match hors saison en hiver et on me dit notre DJ n'est pas présent. Toi, t'es l'ami à Lise, là? Oui. Tu connais ça de l'impro? C'est mon 2e match auquel j'assiste. Viens, on a besoin de toi. Tu pèses play, tu pèses skip, tu pèses... Et voilà. Okay, ça, c'est même avant... Wow. Ça, c'est même avant que tu joues, là. Oui. Je pense que c'était durant ma 10e année. Je suis même pas certaine. Fait que t'étais quasiment bénévole avant même d'être membre du public, là. Oui, comme que c'était mon 2e match, on peut quasiment dire ça. Parce que ça t'a donné des opportunités pareilles. Tu sais, on dirait... Il y a du monde qui... tout ce qu'ils veulent faire, c'est jouer, puis ils veulent pas ces autres rôles-là. Mais toi, en ayant déjà ce background-là dans les autres rôles, tu t'es moulé à ce que la LICUM avait besoin dans le temps. Puis comme que Isabelle le disait tantôt, là, elle lisait ta biographie, puis c'est passé d'un rôle bénévole, on dit un rôle bénévole, mais c'est un rôle d'officiel, là, juge de ligne, tout ça. Un rôle d'officiel à un rôle d'officiel avec plus de responsabilités, à un rôle d'organisation avec le plus de responsabilités, disons, jusqu'à temps que tu deviennes coordonnatrice pour une couple d'années. Comment est-ce que tout ça s'est développé? Dans le fond, c'est justement, c'est une étape qui amène à l'autre. J'ai commencé par le bas de l'échelle, puis je me suis rendu compte que, OK, j'ai assisté à mon premier match.
j'étais dans le public, c'était superbe. J'ai un peu vu l'envers du décor parce que j'étais là à l'avance avec Lise et j'ai rencontré certaines personnes. J'ai pu jaser avec eux autres, voir comment ça, la chimie qu'il y avait entre les équipes, comment est-ce qu'on montait le match, comment est-ce qu'on montait les bandes, tout le derrière du décor. Et par la suite, c'est qu'à force d'occuper ces petites positions-là, je me rends compte que je découvrais un peu plus qu'est-ce que ça demandait au niveau du spectacle. Les choses qu'on a besoin à la base pour qu'un match d'impro fonctionne, les rôles qui sont importants qui soient occupés, même si on les remarque un peu moins. Et je pense que ça m'a offert une vision plus globale du jeu que peut-être quelqu'un qui se met des œillères puis il veut juste jouer puis il veut rien d'autre. Je dis pas que si tu n'es qu'un joueur et que t'as jamais occupé un poste d'officiel, tu pourrais pas prendre en charge une ligue ou tu pourrais pas occuper un poste d'officiel comme, je sais pas, MC, DJ ou statisticien. Sauf que si tu l'as jamais fait auparavant, c'est comme n'importe quoi, t'as une période d'adaptation. Dans mon cas, je pense que le fait que j'ai été d'un échelon à l'autre puis que j'ai découvert de plus en plus ces petits rôles-là m'a donné une meilleure vue d'ensemble de ce que ça demandait pour avoir une ligue qui fonctionne et donc, par la force des choses, m'a donné des bonnes qualités d'organisatrice. J'espère. Dites-nous à la maison. C'est ça. Si vous avez joué dans cette ligue pendant ces années-là, disons que le Nec Plus Ultra de ce côté-là de l'improvisation, c'est devenir arbitre en chef. C'est le plus gros rôle ou le rôle qui brille le plus des officiels. Comment est-ce que tu t'es rendu à ça? Certainement pas parce que oui, je le voulais, mais c'est un peu étrange. Comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai occupé tous les autres rôles. Je savais à peu près, donc à force d'observer en tant que juge de ligne, j'avais eu chance d'observer des arbitres qui avaient énormément d'expérience, des arbitres qui commençaient seulement un peu. Donc, j'ai pu observer qu'est-ce que ça demandait, qu'est-ce qu'étaient les bases de l'arbitrage. Donc, lorsque nous a approchés, je me souviens même pas dans quel contexte, mais on est arrivé à un match de la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est, la LIS, et on nous a dit qu'on n'avait pas nécessairement d'arbitre attitré. Je me souviens pas qui arbitrait le premier match auquel j'ai été donné de mon temps, mais ils nous ont dit ça, qu'on n'avait pas vraiment d'arbitre attitré pour la Ligue. On nous a dit que s'il y avait des gens qui étaient intéressés, que ça serait bien qu'ils prennent cette occasion-là pour, si on veut, développer leur habileté en arbitrage pour peut-être potentiellement devenir arbitre au niveau secondaire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de, OK, je suis prête à l'essayer. On va voir ce que ça va donner. Puis si c'est vraiment terrible, tant mieux que c'est pendant un match qui a aucun impact, I guess. Mais c'est quand même plate pour les jeunes que je vais arbitrer pendant ce match-là. Il y a un impact sur eux autres. c'est sûr. Mais je pense que j'avais le souci que les jeunes aient une bonne expérience et j'étais très très nerveuse par rapport à qu'est-ce qu'il fallait que j'appelle comme punition. Est-ce que mes thèmes étaient appropriés? Est-ce que mon match était balancé? Même si je suis pas sûre que je savais ce que je voulais dire par un match balancé, j'avais quand même peur d'avoir été un peu trop fort sur certaines choses. Donc, on dirait que je me suis lancée dans le vide. Et je suis sûre que mon premier match était probablement pas le pire, mais pas le meilleur de loin. Donc, j'ai bâti par-dessus ça, et avec les commentaires qu'on m'a donnés et tout ça, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Ça a dû bien aller parce que tu t'es assez rapidement intégré au réseau des écoles secondaires, c'est-à-dire faire les tournois régionaux, qualificatifs, la gougoune. Te souviens-tu de ton premier tournoi à cette échelle-là? Oui, je me souviens que c'était à Shediac. Il y avait une régionale à Shediac cette année-là. C'était mon premier tournoi, et ce qui était extraordinaire, c'est que l'organisation s'était assurée que les nouveaux arbitres, qui je crois n'étaient que moi et Ludger durant cette fin de semaine-là. Ludger Beaulieu, en effet. Nous étions tous les deux de nouveaux arbitres. On était tous les deux aussi arbitres durant la LIS. On avait subi la formation des arbitres qui avait été offerte octobre-novembre. Je suis plus certaine. J'aime que tu utilises le mot subi. J'ai-tu dit subi? T'as dit subi? Je voulais dire suivi! Oh my God! C'est assez difficile, là. Prenez notre formation, c'est OK, là, j'ai donné cette formation-là assez souvent qu'il y a du monde que j'ai vu là qui l'ont subi. Là, je me sens un peu mal. Non, écoutez, subissez pas, suivez cet atelier, ça vaut la peine. Vous en apprendrez, même si vous êtes juste entraîneur ou peu importe, vous allez en apprendre plus sur le rôle des officiels, puis ça va vous aider à mieux préparer vos jeunes, ou vous préparer en général pour être officiel durant ces tournois-là. Mais enfin, j'ai suivi la formation d'arbitrage qui a été donnée en octobre ou novembre cette année-là. Déjà là, on avait un meilleur encadrement, on savait un peu plus où on s'enlignait, on nous avait donné les lignes directrices à suivre.
Donc, j'étais un peu plus à l'aise, mais malgré tout, lorsqu'on est venu à créer l'horaire des officiels, on s'assurait que les nouveaux arbitres avaient une table de statistiques très solide derrière eux. Donc, pour les appuyer s'ils avaient des questions par rapport aux punitions à donner, s'ils avaient des questions par rapport au timing, etc. Et je me souviens que ma première table de statistiques était Michel Albert et Étienne Boivin, et j'étais terrified. J'étais tellement. Mais c'est comme si on te suivait pendant un stage. Un peu. Ou qu'on te subissait. On te subissait pendant un stage. Pour avoir suivi un stage en enseignement, c'était subi aussi. Je pense que c'était moins pire l'enseignement. Mais oui, j'étais un peu intimidée, je dois l'admettre. Mais je pense que ça a quand même très bien été. Ils me donnaient des commentaires, ils étaient vraiment vous étiez vraiment plus vous me guidiez plus que vous me jugiez, j'ai l'impression. Donc vous m'avez rendu à l'aise assez rapidement. Donc, à partir de là, ça a continué. Puis, une fois que le premier match avait été fini puis que j'ai eu des commentaires positifs, je me dis, faut croire que je suis bonne pour continuer le tournoi et on verra ce qui suivra par la suite. Ton surnom d'arbitre, tu l'as pogné à ce premier tournoi-là? Premier match de mon premier tournoi, oui. Oui, Eric Lavoie, sur Facebook, aimerait savoir l'histoire qui se cache derrière ce nickname-là. Shotgun. Shotgun, c'est moi. Comment c'est arrivé, ça? J'aimerais vous dire que je m'en rappelle, mais c'est un peu flou. Je pourrais jamais me rappeler des détails comme tels, mais ce que je sais, c'est que le surnom m'a été accordé à cause que j'ai donné une punition à un joueur d'une équipe je me souviens plus quelle était l'équipe, mais je me souviens que c'était pas une équipe qui était nécessairement expérimentée parce que c'était peut-être leur premier tournoi, particulièrement ce jeune-là. Je me souviens pas si c'était un cabotinage ou un cliché, mais je sais que c'était un des deux. Et commençait par C. C'est ça, je me souviens d'avoir dit un C. Mais ce que je sais par rapport à ça, c'est que je lui ai donné cette punition-là. Et par la suite, lorsque j'ai venu à expliquer la punition à son capitaine, j'ai agi comme si je parlais à quelqu'un qui avait des années d'expérience derrière lui. Donc, j'ai juste fait comme, tu sais qu'on fait pas ça dans l'impro. Donc, c'était vraiment rough. J'ai pas donné chance au capitaine de répondre whatsoever. Et Étienne Boivin, mesdames et messieurs. Qui t'a appelé ça, c'est oui, ça? Oui, je pense que c'était lui qui était mon MC et il a pris la peine de faire un son similaire au micro. Et par la suite, ça a collé. Donc, c'était le premier surnom que j'ai reçu de mon existence et il est resté collé. Et je suis vraiment contente. Même qu'à ce jour, t'as un sweet logo en arrière de tes cartons de thème avec Shotgun dessus, ça a vraiment collé. Littéralement. Dans ton dos aussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi un name tag sur mon chandail d'arbitre, oui. Qui dit Shotgun. Qui est vraiment Shotgun. Cool. Au point que, à ce jour, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait... vous entrevuez qui? Oh, Shotgun! Ah, OK! Quelle Isabelle! Quelle Isabelle? Il y en a trop. Shotgun. Même que certaines personnes que je côtoie fréquemment ont un double take lorsqu'on parle d'Isabelle. Ils sont pas sûrs de qui on parle, pas en tout. Parce que c'est non seulement mon nickname en impro, mais c'est devenu mon surnom dans la vie de tous les jours aussi. Donc, juste parce que, justement, on a tellement d'Isabelle dans mon cercle social aussi que... Shotgun est beaucoup plus simple pour déterminer à qui on parle et certaines personnes ont juste décidé que c'était ça mon nom pour le restant de mes jours. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que c'est un nickname que t'aimes? Ah, moi j'aime ça. OK, parce que t'as le temps de le tuer, là. Ouais, ça arrivera pas aujourd'hui. Non, c'est badass. C'est vrai. Je suis pas sûre que je suis encore au même niveau que j'étais dans ce temps-là. Non, parce que comment est-ce que tu dis, est-ce que justement Shotgun ça te colle encore? Et si oui, comment? Oui et non. Je sais pas. Je pense que ça restait collé, mais mon arbitrage est devenu plus pédagogique que vraiment c'est beaucoup moins rough qu'il était. Ça m'arrive par contre que surtout lorsque je vais arbitrer des jeunes qui sont plus expérimentés ou peut-être plus à la liste, qui sont un peu plus informels ou lorsque j'arbitre des adultes, je vais être un petit peu plus harsh dans mes explications, je vais être un petit peu plus frustrée pour le show, mais en général, si un capitaine va venir me poser une question, je vais interagir avec lui de façon beaucoup plus polie et beaucoup moins directe dans les dents, là. Donc,
heureusement, je ne suis pas restée cette personne qui traumatisait des jeunes enfants qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Non, ça, on va garder Mike va garder ce titre-là. Quoi? Traumatiser des enfants. C'était pas un gros coup de pied. C'est tout ce que je peux dire, cet enfant-là est correct. Même tournoi, ça. C'est le même tournoi? C'est le même tournoi. Non! Hey, on a vraiment... Hey, ce mot-là, tu es revenu? Ce petit gars-là est jamais revenu. C'était peut-être le même. Le mien, non, sûrement pas. Imagine. Oh, ça serait terrible. Imagine comment... Non, pauvre Saint-Quentin. Si c'est toi, commente. C'est toi, laisse-nous un commentaire. On s'excuse. Oui. On s'excuse. On savait pas mieux. Nous autres, des moi, fois. je savais pas mieux. Fait comment tu décrirais ton arbitrage, mais dans ton style d'arbitrage, si tu avais à le décrire? Une des choses que je cherche autant que possible à voir dans mes matchs et qui est un peu difficile à trouver, c'est la vérité. J'aime que les impros qu'on me présente dans mes matchs ne sont pas juste un paquet de gags qui se déroulent l'un après l'autre, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire qui se passe. Non seulement ça, mais en plus, j'aime que les émotions qui sont véhiculées sont vraies. Donc, si quelqu'un est en train de te tenir un fusil à la tête, que tu vas pas comme bâiller puis essayer de le tasser du chemin. J'aime voir des réactions qui sont vraies, puis je sais que c'est un élément d'humour de ne pas réagir comme que tu devrais. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent. En général, lorsque je viens écrire mes thèmes, j'essaye de faire ressortir jusqu'à un certain point la vérité dans les matchs qui vont avoir lieu. Évidemment, j'ai toujours des thèmes qui sont un peu plus farfelus, mais j'essaye de me diriger vers quelque chose qui va encourager les jeunes à peut-être exploiter des niveaux différents, mais aussi des styles différents. Donc, j'aime vraiment l'aspect diversifié de l'improvisation. Mais au niveau de mon style d'arbitrage comme tel, je ne suis pas encore certaine à ce jour que j'en ai un défini. Je pense que c'est juste une question de je veux qu'on respecte le jeu et je veux qu'on me respecte et je vais respecter la personne avec qui je vais interagir, peu importe que ce soit le joueur, que ce soit ma table de statistiques, que ce soit le public. Je cherche juste à ce qu'il y ait un bon roulement et je cherche à ce que, c'est un peu le côté organisatrice en moi, là, je cherche à ce que tout fonctionne le mieux possible puis que les jeunes aient une meilleure expérience possible. Un peu plus pédagogue qu'une personne qui fait partie du show à part entière. Quoique, je dis pas que c'est à cause que je veux que les jeunes apprennent et tout que je fais pas partie du show, là. C'est pas ça le point, mais enfin. Parce qu'il y a aussi une question de style vestimentaire. Je trouve que on voit ça de plus en plus. Je sais pas si ça aide qu'il y a beaucoup plus de femmes arbitres maintenant que jadis, parce que je suis pas sûr que c'est quelque chose que nécessairement un gars aurait pensé à faire, mais il y a des gars que oui. Je pense que j'ai vu des arbitres dans des suits avec le jersey d'arbitre en dessous d'un veston, souvent en masse. Et je pense que j'ai vu des arbitres avec des robes de chambre. Oui. Et des boas. Ça c'est... On a vu ça. Pourquoi tu me rappelles des choses? Mais oui, c'est ça. Il y a du monde oui, t'as raison. Mais toi, tu accessorises quand même assez pas mal. C'est un peu plus subtil. C'est moins un personnage, c'est plus vraiment cool. Merci pour le commentaire. Oui, j'ai découvert dernièrement que je suis une femme. C'est récent, ça. C'est très récent. Fille de bois. Oui, péninsule, hein. Donc, j'ai découvert une passion pour ne pas porter de pantalon et porter des jupes à la place. Donc, j'ai décidé d'essayer d'accessoriser mon personnage d'arbitre à partir de cela. Donc, j'ai des jupes, des robes, des accessoires mode, entre gros guillemets, parce que c'est pas comme si que je suivais vraiment la fashion. Mais j'essaie de me donner une espèce de style différent, parce que durant les 2 derniers tournois, je me suis nommée béret du tournoi. Je peux pas gagner arbitre du tournoi, ben je vais devenir béret du tournoi. C'est pas plus compliqué que ça. Mais t'as aussi arbitré des matchs sans même le chandail. Là, d'habitude, au moins le chandail fait partie de l'uniforme habituellement, mais toi, là, n'importe quoi qui a des lignes dessus. Ah oui, c'est sûr que si le format est informel, je vais me permettre certaines libertés. Donc le zèbre l'an dernier, j'ai approché l'organisatrice Isabelle Gauguin encore une fois, puis je lui ai dit OK, il fait terriblement chaud, ça me tente pas de porter mon chandail. Ouais, un tournoi estival comme ça. C'est ça. Fait que j'ai dit si je me trouve un t-shirt ou un débardeur ligné dans le sens vraiment à l'horizontale, je voulais que ça soit clairement comme un chandail d'arbitre. Est-ce que je peux utiliser ça à la place? Elle m'a dit si tu trouves quelque chose, moi je suis OK avec ça. Donc le vendredi soir, avant d'arriver au tournoi, moi et Robin Gionnet, on a couru dans le mall Champlain à la recherche d'un débardeur ou d'un t-shirt en ligne horizontale et j'étais en train de baisser les bras, d'abandonner lorsque le débardeur m'a tombé sous la main et ouais, OK, je l'ai emmené. Premier zèbre, je décide, ben ça y est, je jette les bases. Ce tournoi-ci est informel, on peut se permettre d'arbitrer en dehors du chandail rayé de base. L'édition 2015 était encore un peu plus poussée où là, première soirée,
je reporte ce même débardeur. Deuxième journée, je me dis, une robe à poids. Pourquoi pas? Puis là, j'ai réussi j'ai demandé à Eric Tavoie, Tornado, de me prêter son chandail d'arbitre qui, lui, n'a pas de manche. Donc, évidemment, on n'a pas la même carrure, donc j'ai jamais réussi à le zipper. Mais au moins, ça me donnait au moins l'effet des rayures. Et pour la grande finale, j'ai steppé ma game au maximum, me procurant une robe zébrée pour l'événement. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs par rapport à ceci, que ça donnait un effet spécial, que c'était cool, sauf que c'était vraiment pas pratique. J'ai manqué m'accrocher souvent. Moi, il y a quelqu'un pendant le tournoi qui m'a demandé c'est quoi la parade de mode? Tu sais, qui n'était pas habitué à cette approche-là. Mais est-ce que ça fait vraiment partie, comme tu te sens-tu différente quand ce que t'arbitres dans du linge différent, justement? Est-ce que ça ajoute un petit quelque chose à ton spectacle? Ça ajoute du sass. Honnêtement, quand que je porte une robe et des talons hauts, watch out. Comme, je suis plus la même personne. Je deviens Est-ce que tu redeviens shotgun, tu sais? Peut-être que c'est ça qui est rendu shotgun. C'est pas le même sorte de fusil. C'est un fusil rose, tout d'un coup, tu sais. Mais non, je sais pas, c'est un phénomène qui fait que lorsque je porte des talons hauts, ça change ma posture. Lorsque je porte une jupe, je me sens plus à l'aise, plus confortable. Et je pense que tout ça ensemble crée un effet où ça me donne un boost de confiance tout d'un coup. Et donc, tant mieux, parce que ça me permet d'être plus à l'aise avec mon rôle d'arbitre par la suite. Et je pense que ça ajoute jusqu'à un certain point au spectacle. Donc, de me voir m'accrocher dans les tapis, puis de pas essayer de me péter la gueule avec mes talons hauts. Ça crée de la concentration, là. Mais le spectacle devient basé sur d'autres choses complètement. Finalement, j'aurais peut-être arrêté ça enlève le focus sur l'impro. Je trébuche un petit peu. Moi, je trébuche sur de l'air. Fait que vraiment, ça vient, mais ça, je trouve ça intéressant que de plus en plus des femmes arbitres, qui étaient quand même assez rares longtemps passé. Même pas si longtemps que ça passé. Oui, c'est ça. Je pense qu'on oublie comment si peu de temps parce que je t'écoutais parler du fait que, tu sais, toi puis Luigi, vous étiez en train de se faire entraîner, puis ça, puis j'étais comme, waouh, ça, c'est pas si longtemps passé que ça, là. Puis moi-même, j'ai pas commencé beaucoup avant ça non plus. Mais je pense que pour longtemps, on se faisait dire qu'on devrait pas arbitrer ou on devrait pas jouer dans des robes ou des jupes, ayant évidemment des collants ou des leggings ou quelque chose en dessous, là, parce que sinon, ça, c'est vrai que c'est pas une bonne idée, là. Définitivement. Mais on se faisait dire que c'est pas une bonne idée, mais dans le fond, y a rien qui nous empêche, tu sais. C'est comprenable qu'un joueur ait un uniforme plus strict. Oui, c'est ça. Mais pour l'arbitre... Mais l'arbitre, ça dérange pas vraiment. Qui sait quelle sorte de mouvement il ou elle va faire. Oui, c'est ça, t'as pas... Tu sais sur quelle scène que t'es, quel mouvement tu vas faire. C'est pas comme n'importe quoi peut arriver. À quelque part, l'uniforme donne une confiance. Et je suis d'accord avec ça. Même juste porter les rayures normales, comme à ma façon non accessorisée. Ça te crée comme si tu deviens une figure d'autorité. Tu parlais aussi tantôt qu'en termes de joueuse, tu te sentais insécure par rapport à ça. Cette insécurité-là te suit dans l'arbitrage? C'est-tu quelque chose que je suis pas un arbitre qui a autant d'années d'expérience de jeu que d'autres arbitres peut-être? C'est-tu quelque chose que tu as dans la tête? Ou par asteur, tu as nivelé le terrain? C'est une question un peu troublante, ça, parce que je suis pas si prête à dire que j'ai nivelé le terrain, mais je suis pas prête à dire que je me sens insécure par rapport aux autres arbitres avec qui je vais partager la scène. Ce qui est extraordinaire avec les arbitres qu'on a présentement dans le circuit, ceux qui sont partis, ceux qui vont potentiellement revenir, c'est que on a tous un style, on a tous notre personnalité différente, on apporte quelque chose de différent au show. Donc, de ce fait, il y a personne qui a pas sa place. Et aussi, on est très accueillant au niveau des gens qui veulent prendre la place, qui veulent s'essayer. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a personne qui devrait se sentir insécure de s'essayer, de se lancer dans le vide puis de prendre sa chance. Donc, non, je pense que l'insécurité de joueuse a pas sa place pour moi dans l'arbitrage parce que la majorité de ce que tu vas faire, la majorité de ce que tu vas dire, c'est pratiquement scripté d'avance. Donc, tu sais ce qui est ton timing, tu sais ce qui est les étapes qu'il faut que tu fasses, accueil à la foule, lecture du thème, le vote, etc. Dans le fond, la seule partie où l'arbitre improvise, c'est lorsqu'il va faire l'interaction avec les capitaines. Et pour longtemps, c'est la partie qui m'a fait le plus peur parce que je n'ai pas la rapidité d'esprit d'autres personnes. Donc, je sais que même si je porte la robe puis le béret puis que je deviens sassy, shotgun tout d'un coup, ça va pas nécessairement me venir à chaque fois d'avoir une interaction avec un capitaine qui va être vraiment entertaining pour le public. C'est sûr que si le capitaine est capable de me sasser puis que je suis plus capable de répondre, tant mieux, il a gagné son point. Moi, je chercherai pas à essayer de le surpasser parce que probablement que j'arriverai pas. Mais c'est un peu aussi ce qui m'a vraiment fait peur lorsqu'était la première occasion où j'ai arbitré
au niveau postsecondaire. Donc, je me disais, OK, interagir avec des jeunes du secondaire, ils te regardent encore avec un certain respect. Ils savent que tu es l'adulte responsable dans l'arène, à part évidemment leur entraîneur. Mais j'ai dépanné à un moment donné pour arbitrer à la LICUM. C'est pas une expérience que je peux dire qui a été extrêmement bonne. J'ai fait face à ce qui me faisait peur, justement, l'interaction avec les capitaines des équipes qui étaient habitués d'offrir un show, d'ambitionner. Oui, jusqu'à un certain point. Donc, j'étais pas habituée à ce format-là et on va mettre ça de côté. Je l'ai mis de côté. Je pense que ça nous arrive tout un peu parce que moi, je sais que moi aussi, quand j'ai arbitré des adultes pour la première fois, c'était quand même assez traumatisant. Mais c'est non seulement j'avais le goût de pleurer après l'affaire. Là. Non seulement c'est des adultes, mais en plus c'est des gens que tu côtoies de façon régulière et eux aussi sont des arbitres. Donc non seulement c'est ça que c'est. Ils vont comme te sasser comme que les autres feraient, mais en plus ils vont juger ce que tu es en train de faire parce que comme moi j'aurais pas fait ça de même, puis moi j'aurais pu être meilleur, puis bla bla bla. Je dis pas qu'ils le disent, mais je suis sûre qu'en quelque part ils le pensent. Puis moi je suis de même. Je pense à ce que les autres pensent, puis là je me fais peur moi-même. Même s'ils sont pas en train de penser ça, tu y penses parce que peut-être que la personne est en train de penser à des bananes, puis on sait pas. Mais moi dans ma tête il est en train de se dire que je suis vraiment mauvaise. Mais t'as eu l'occasion d'arbitrer des adultes à nouveau aux Zèbres d'Or. Oui, donc comme je l'avais dit, cette expérience-là à la LICUM, j'ai voulu la mettre de côté et lorsqu'on m'a approché pour arbitrer la première édition du Zèbre d'Or en 2014, j'étais encore une fois terrified. J'étais persuadée que j'allais vivre une expérience similaire, mais j'avais un peu plus d'expérience derrière moi. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'essayer, puis le pire qui peut arriver, c'est justement, je vais avoir envie de brailler après mon match, puis je le referai plus jamais après. Mais je vais le faire cette année, puis je vais le faire comme il faut, et si j'aime l'expérience, ben ça sera à se refaire. Et j'ai eu une expérience extraordinaire. Peu importe l'équipe avec qui j'interagis, peu importe les capitaines avec qui j'ai parlé, peu importe les matchs que j'ai arbitrés, tout le monde était là pour le fun, puis tout le monde était tellement content d'être là que j'ai pas eu à faire face à ce genre de regard-là où ce que j'ai l'impression comme critique puis qu'on pense que je suis en train de faire une mauvaise job. Donc, même si j'ai arbitré des gens qui, lorsque j'étais plus jeune, étaient comme « Oh my God, c'est comme un ancien de l'impro, puis extraordinaire, puis je suis Rick, ah! » Donc, malgré ça, ces personnes-là étaient super gentilles puis super ouvertes à mon style d'arbitrage et à ce que j'avais à leur offrir. Donc, j'ai eu une excellente expérience, puis c'est pour ça que j'ai décidé de la répéter l'année suivante. Comment est-ce qu'était le niveau de stress à l'opposé au jeu de l'Acadie 2015? Parce que c'est toi qui as fait la finale devant cette foule de 1500 personnes, surtout des jeunes. C'est une autre sorte de stress. C'est une autre source de stress. La source de stress durant ce tournoi-là, c'est la finale, évidemment, n'était pas autant au niveau de mes compétences en tant qu'arbitre, mais c'était mes compétences au niveau technique. C'était pas la première fois que j'ai eu besoin d'arbitrer avec un micro, mais malgré tout, c'était la première fois que ça avait un impact aussi important, puisqu'il y avait tellement de gens. C'était un système de son très sensible, des professionnels qui nous offraient cet équipement-là. J'avais peur de m'oublier, j'avais peur que les jeunes s'oublient, donc en tant, encore une fois, mode organisatrice qui embarquait, j'espérais que les coachs, qui ont fait une excellente job de leur côté, rappelaient à leurs jeunes d'éteindre, d'ouvrir leur micro, pour que le tout se fasse de façon le plus fluide possible. Moi-même, je me suis presque oubliée à un moment donné parce que siffler dans un micro, c'est la pire chose que tu peux pas faire. J'imagine dans un aréna, imagine comment ça aurait dû... Merci mon Dieu, ce n'est pas arrivé, mais j'ai eu vraiment peur que ce soit le cas et j'avais de la parenté qui était là, qui ont même remarqué que j'ai presque fait l'erreur et qui m'ont pas lâché avec ça depuis. T'as même pas fait l'erreur. Non, je l'ai presque fait puis ils m'ont pas lâché à cause que j'ai eu une hésitation. Wow. Come on. Mais pour être honnête, la foule de 1500 personnes, tu l'oublies vite. Oui, on avait les spotlights aussi dans les yeux qui cachaient jusqu'à un certain point la foule qui était présente. Mais ce que j'avais peur, c'est que je me disais, OK, avec une foule aussi nombreuse, on risque d'avoir du bruit, on risque d'avoir du va-et-vient, on risque d'avoir comme des problèmes de ce niveau-là. Puis en fin de compte, je sais pas si c'est à cause justement qu'on est du monde qui est déjà loud d'avance, les improvisateurs, donc on a pris notre place, les jeunes aussi, et j'ai pas entendu vraiment de problème dans la foule. Ça a été fluide, ça s'est super bien passé, on est resté dans les temps. J'ai absolument rien à redire sur cette finale-là, ça a été extraordinaire, puis chapeau aux jeunes qui ont relevé un défi que je n'aurais probablement pas été capable de faire moi-même à leur âge. Toute une expérience. Moi, j'ai souvent entendu des commentaires depuis l'événement que
normalement, pendant les spectacles un peu fins de jeux de l'Acadie comme ça, il y a toujours un certain pourcentage de jeunes qui font partie de la foule qui sont pas vraiment intéressés à la discipline qui est sur la scène. Tu sais, là, ils vont jaser entre eux, ils vont se rendre dans la salle de bain 18 fois pendant un spectacle parce qu'ils sont plus ou moins intéressés. Puis les commentaires que j'ai entendus depuis, c'est personne parlait. Tu sais, tout le monde écoutait le spectacle intensément. Tu sais, le monde riait, le monde était engagé, puis je pense qu'il y a une grande partie de ça que c'est justement les jeunes ont vraiment steppé up puis ont bien joué, puis toi-même t'as vraiment bien géré le spectacle, puis c'était facile à comprendre pour le monde qui comprenait peut-être pas l'impro non plus. Fait que, comment t'as trouvé le jeu à cet événement-là? J'ai été vraiment surprise du niveau de la qualité du spectacle que les jeunes nous ont offert. Donc, je dois avouer que j'étais un peu pessimiste. Je le suis de nature. Je me disais, OK, ces jeunes-là ont pas nécessairement tous une grande expérience de jeu. Surtout que ça commence juste au niveau intermédiaire. Justement, c'est ça. Donc, oui, évidemment, peut-être qu'il y avait des régions qui avaient un avantage sur d'autres puisqu'ils ont vu de l'improvisation souvent chez eux. Mais je l'ai pas senti plus qu'il faut qu'il y a vraiment des équipes qui étaient comme déconnectées. Les équipes qui ont participé ont tous eu des excellents moments. Ils ont tous eu une expérience extraordinaire. Ils nous l'ont dit. D'ailleurs, j'ai rencontré certains de ces joueurs-là dernièrement. Ils sont venus me parler. C'était c'est Shotgun. Ils demandent pas mon nom. Ils sauront pas. C'est ça qui est vraiment drôle là-dedans. Mais là, la face de leurs parents sont comme quoi, tu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça vient me parler. Puis c'était le fun au jeu. Puis là, là, je te replace. Sorry, on a vu tellement, puis ça a passé une fin de semaine, mais ils sont adorables, puis c'est ça qui était, dans le fond, c'est ce que je vais retenir le plus des premiers jeux de l'Acadie pour le volet d'improvisation, c'est les jeunes étaient tellement willing. C'était des éponges, ils absorbaient tout ce qu'on leur disait, ils ont appris, ils ont évolué au courant de la fin de semaine, donc les jeunes qu'on a vus le samedi matin et ceux qu'on a vus le lundi soir, c'est incroyable comment leur niveau de jeu a augmenté et comment est-ce qu'ils ont réussi à sortir de leur coquille et à assumer ce qu'ils faisaient. Donc moi j'ai trouvé que c'était de toute beauté et c'est tellement prometteur pour l'avenir de l'improvisation dans les maritimes. C'est une initiative extraordinaire et longue vie l'improvisation au niveau des jeux de l'Acadie parce que ça a sa place là. Ben on voit déjà qu'ils en mangent déjà parce qu'on a vu quelques-uns de ces jeunes-là qui ont venu voir des matchs du Zèbre d'Or, tu sais, quelques semaines après, tu sais. Ils pouvaient pas s'en passer. Il y a de l'impro dans ma région, il faut que j'aille en voir. Fait que j'aime vraiment voir cet enthousiasme-là. Il y a quelque chose qui est arrivé en marge de l'événement qui a un peu fait la boucle avec le début de ton entrevue. C'est-à-dire, après toutes ces années-là, dans le domaine de l'organisation, d'être officiel, l'arbitrage, etc., tu te retrouves à jouer dans un match étoile, organisé là, un peu sur le tas. Vraiment sur le tas, oui. À Charlottetown, puis... Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. J'en reviens pas encore. On m'avait toujours dit que même si tu joues pas, le fait d'observer de l'improvisation de façon régulière va t'aider à développer ton jeu. Je le croyais plus ou moins. J'avais essayé de participer à des matchs étoiles dans le passé avec plus ou moins de succès. J'avais encore cette insécurité-là qui me suivait. Je restais assis sur le banc. J'ai toujours été un benchwarmer lorsque j'étais joueuse et ça me suivait. Et je sais pas si c'est l'équipe avec laquelle je jouais, je sais pas si c'est le contexte ou ce que je me suis dit, c'est des jeunes qui ont un peu moins d'expérience dans le domaine, peut-être qu'ils vont penser que je suis vraiment extraordinairement bonne, même si dans le fond je ne le suis pas. Je sais pas qu'est-ce qui explique la façon dont je me sentais et la confiance que j'ai pris durant ce match-là. Mais je crois que sur 8 impros, je suis entrée dans 6. J'ai essayé des catégories chantées, dramatiques, sans parole, si je me souviens bien. Donc, j'ai entré dans les 3 catégories. J'ai juste décidé de dire oui, qui est finalement ma façon de faire depuis quelques années, où je me dis, pourquoi pas, je vais essayer, puis le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Et j'ai été extrêmement impressionnée par ce que j'ai fait. J'avais de l'énergie, j'en demandais, je voulais continuer à jouer. Toi, tu t'es comme pas reconnu. Non, définitivement pas. Je pouvais pas dire que c'était moi qui étais en train de jouer. La leçon, c'est que c'est jamais trop tard pour rembarquer, pour même embarquer, parce que le vécu, ça joue pour beaucoup pour un joueur. Puis que si tu prends un rôle, si tu choisis de prendre un rôle qui est pas joueur, que ça veut pas dire que t'as arrêté ton apprentissage dans d'autres sortes de rôles non plus. Non, définitivement. Puis ça veut pas dire justement qu'à cause que t'acceptes de prendre un rôle qui est un peu plus satellite au spectacle, que t'es pas le joueur ou l'arbitre, ça veut pas dire que tu laisses de côté de jouer pour le restant
ta carrière. Écoutez, ça a super bien été à ce match-là. C'est sûr que ça m'encourage à vouloir répéter l'expérience. Est-ce que la prochaine expérience va être aussi bonne? Peut-être pas, mais le fait d'avoir eu ce match-là qui a comme réussi à me prouver que, sais-tu quoi, je suis capable d'avoir un match pendant lequel je suis capable de performer plus haut que le niveau de ce que je m'attendais, ben ça me prouve que j'ai du potentiel, puis ça me prouve que ça vaut la peine d'essayer de nouveau. Puis si ça marche pas, la prochaine fois, ben ça veut pas dire que ça va pas marcher la fois d'après, etc. Donc, c'est facile de prendre une mauvaise expérience puis de t'en servir pour te décourager pour le restant de tes jours, mais je pense que ça devrait être aussi facile de prendre une bonne expérience puis de te dire comme, garde, j'ai eu une bonne expérience dans ma vie, c'est pas vrai que ça va être la seule. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas l'intention d'arrêter là. Bon, on va essayer de te trouver des opportunités. Mais de toute façon, Isabelle, tu restes avec nous. Oui. On va... Bien sûr. C'est comme si tout le monde en parle, là. Ouvre-toi une bouteille de vin. Je m'en suis ouvert une hier. Ou c'est elle qui t'a ouvert. Oui. Alors, on va prendre une petite pause et après ça, on va revenir, on va parler tous ensemble, parler des bases de l'arbitrage, qui est un sujet qui nous touche les trois. Restez avec nous. On est de retour. Michel Albert toujours avec vous, avec Isabelle Gauguin. Bonjour. Et Isabelle Godin, Hey. qui est notre invitée spéciale. Les trois, nous sommes arbitres. Nous avons été arbitres depuis assez longtemps. Et donc, la discussion aujourd'hui, c'est les bases de l'arbitrage d'improvisation. Démystifier ça pour les gens. Et commençons avec une question du public, Isabelle. Sur Twitter, Jean-Sébastien Arsenault nous demande, y a-t-il des responsabilités requises pour être un arbitre en improvisation? Des responsabilités. C'est intéressant de la façon qu'il pose. Moi, je pense qu'on peut même structurer notre conversation aujourd'hui autour de cette question-là en disant qu'il y a vraiment 3 responsabilités. La première responsabilité, c'est la création du spectacle, la mise en scène, le bâtir le spectacle du début, donc l'écriture de thèmes, la création du spectacle comme tel. En deuxième, il y a gérer le spectacle, l'éthique du spectacle, toute la question de punition, de pédagogie aussi, surtout à certains niveaux. Et la troisième, c'est faire partie du spectacle. Il faut que tu te donnes un show pendant ce temps-là, donc le personnage d'arbitre, le décorum. Donc c'est entre ces 3 choses-là, je pense que on va taper toutes les notes de qu'est-ce qui est les bases de l'arbitrage. Je suis d'accord. On est d'accord? Oui. Dans ce cas-là, parlons de création du spectacle. Parce que le travail d'arbitre, il commence bien plus tôt que... Il commence pas au premier sifflet, là. Il commence à la maison en train d'écrire des thèmes, tu parlais dans la première demi-heure, à un moment donné, de balancer un match. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, ça? Pour moi, équilibrer un match, parce qu'on va utiliser le bon français, c'est de s'assurer qu'on respecte la mission de l'improvisation qui veut en quelque part être un spectacle de diversité. Donc, s'assurer que nous, en tant qu'arbitre, lorsqu'on écrit nos thèmes, que ce soit grâce aux catégories, que ce soit grâce au nombre de joueurs, au temps ou même au thème comme tel, le titre de l'improvisation, qu'on assure une certaine diversité dans notre match pour que les joueurs puissent ensuite créer un match à partir de ça qui va être le plus de variété possible. Donc c'est ça, oui, s'assurer qu'on inspire les joueurs à non seulement peut-être aller dans quelque chose qui va être plus drôle, un peu plus décroché si on veut, mais aussi qu'on peut leur, grâce à un thème, les pousser vers quelque chose qui sera plus dramatique, quelque chose qui sera plus lourd, des sujets qui pourraient peut-être être plus tabous. Heureusement, on n'a pas beaucoup de tabous en improvisation. Non, mais, ça paraît. Oui. Donc, assurer de cette façon-là de donner des défis différents aux équipes. Donc oui, souvent les gens pensent, OK, ben le titre de l'improvisation ou la catégorie va être le défi qui va être de nos équipes, mais il faut pas oublier aussi que tu as une comparée, que tu mets toute l'équipe, que tu mets un joueur par équipe, ça va avoir une différence, que ce soit une comparée ou une mix qui soit 2 minutes ou qui soit 7 minutes ou qui soit une demi-heure, le défi encore une fois est différent. Donc il y a tellement de façons différentes d'orchestrer ton match sur papier pour que ça offre cette diversité-là. The sky is the limit. Ouais, il faut aussi penser que l'inspiration, quand tu es en caucus, quand tu es un joueur, il y a des joueurs qui ont besoin de différentes choses. Fait que si on donne toujours le personnage, par exemple, ça serait juste comme une liste de personnages, ben les gens qui aiment créer leur propre personnage ou qui ont besoin d'un lieu, tu sais, ou qui ont besoin de... faut varier le thème juste pour ça, juste pour que le monde fasse un différent exercice en caucus, ce qui va donner des choses différentes. Sinon, le spectacle peut devenir un peu pareil au même. Oui, absolument. C'est ça, tu veux des thèmes qui vont inspirer. On donne un élément de personnage, mais rien d'autre. Ou un élément de lieu, puis rien d'autre. Puis tu sais, avec ça, on peut réveiller peut-être des sujets qui sont peut-être rendus fatigués. Tu sais, à un moment donné,
si on fait toujours des impros de rivière, ben tu sais, peut-être que ça peut être une personne qui est sur la rivière au lieu de juste être la rivière, tu sais. Est-ce que il y a une action sur la rivière? Ça change la dynamique de la façon que le caucus va être fait, parce que tu sais, si on dit comme sauve-toi par la rivière, il y a une différente émotion, il y a une différente intention dans le thème que juste la rivière, ou même tempête sur une rivière, ou tu sais, Jacques est sur la rivière. Il y a des thèmes qui peuvent être aussi ta signature en tant qu'arbitre. Toi, Isabelle, Gauguin, tu fais ça. Tu as une signature dans tes thèmes. Oui. On reconnaît ton match, même si on voyait pas, on regardait juste les cartons de thème. Ouais, moi je reconnais mon match chez les autres arbitres. Les autres arbitres ont commencé à copier ta signature. Non, je taquine. Mais c'est sûr que en écrivant des thèmes, des fois tu crées des structures que t'aimes répéter parce que c'est le fun aussi. Moi personnellement, on est tout le temps comme tu fais des énumérations. C'est vrai que je fais des énumérations souvent parce que je trouve qu'on joue pas souvent avec la forme des mots. Au niveau du thème, on a tendance à aller avec comme 2-3 mots, une bribe de phrase ou quelque chose. Mais tu sais, aller avec un plein paragraphe, aller avec une énumération, avec tu sais un mot tout seul, ça peut changer la façon qu'on perçoit des choses. Fait que tu sais, si tu fais, tu sais là, robe de bal, souliers à talons hauts, bombe atomique, ben là, tu sais, tu peux t'amuser avec la façon que c'est structuré pour créer un effet aussi, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on essaye d'innover. Comme une des choses que tu peux faire en tant qu'arbitre pour innover, c'est trouver des nouvelles façons de décrire le thème. Tu sais, que les thèmes sonnent... C'est ça. Ça, c'est inusité, ça. Tu sais, pour que les joueurs, peut-être, accèdent à une différente partie de leur cerveau parce que la façon que tu as écrit ça. Quand tu es en train de bâtir ton match, il y a de ça aussi là-dedans, là. C'est là que toi, ton imaginaire rentre en jeu. Puis une fois que tu dis ton thème, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais le moment où tu as dit ton thème, là, c'est ton petit moment où ce que les gens peuvent dire « Bravo Isabelle, cette énumération-là est vraiment bonne. » Bon thème. Bon thème. Hashtag bon thème. Ça peut être aussi banal que de changer. Comme moi, ce que je me souviens que je faisais dans mes débuts, c'est que j'essayais à chaque match, plutôt à chaque tournoi, d'avoir un thème quelconque. Comme je me souviens d'avoir fait mes thèmes, c'était l'heure du conte. Nommer un thème, mais c'était par exemple, je sais pas moi, Blanche-Neige et les 7 nains, mais réinventé. Donc, je donnais un twist à ça. Donc, lorsque j'arrivais devant la foule et je disais, bonjour tout le monde, c'est l'heure du conte. La première fois, le monde te regarde, puis ils sont comme, qu'est-ce the hell? Qu'est-ce qui se passe? Mais la deuxième fois, la troisième fois, là, les jeunes sont comme, yeah, c'est ce moment-là dans le match. Comme aussi banal que durant un tournoi récemment où ce que Ludger Beaulieu avait son thème burger, juste parce qu'il voulait pouvoir faire jouer la tune Oh My Damn. Juste ça, le monde était comme wouh, c'est le thème burger. Mais ça peut devenir un élément de ton personnage d'arbitre, comme on se rappelle tout de Anne-Marie avec son thème de science. Tu sais, ça fait partie intégrante de sa personnalité, mais en même temps, ça fait un thème de science, puis c'est un thème qui était pas impossible à jouer dans un contexte pas scientifique, là, tu sais, on veut quand même être responsable. Mais, tu sais, ça devient un élément de spectacle en plus d'être juste un thème. Parce que ça t'amène à un point où je dis c'est encore faisable, le thème scientifique. On parle de défis, mais on parle pas d'arnaque, là. C'est pas des pièges qu'il faut... J'ai déjà vu ça. Il y a des arbitres qui font ça, ou qui ont déjà fait ça, où le thème est injouable, ou se veut difficile à jouer, ou se veut une impossibilité pour une raison ou une autre. C'est comme un piège, faire exprès. Une rimée de 15 minutes. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Évidemment, il y a des joueurs qui peuvent. Est-ce que vous faites ça, vous autres? Surtout en ligue, parce qu'en ligue, on a les mêmes joueurs qui reviennent, puis il y a une sorte de rapport avec l'arbitre, d'écrire pour les équipes qui vont jouer. Tu dis, le meilleur chanteur de la ligue est dans mon match. Est-ce que je vais mettre une chantée? Il joue de toute façon contre le meilleur mimeur, donc je vais mettre une sans-parole pour cette personne-là, mais je le sais que ça va être un bon spectacle, parce que c'est les catégories qui chatouillent le mieux les joueurs qui sont en jeu. Faites-vous ça? C'est sûr ça serait plus en contexte de ligue, puisqu'on sait qu'en tournoi, on voudrait pas donner des défis de cette façon-là pour avantager quelqu'un ou peu importe. Le but c'est pas d'avantager ou de désavantager quelqu'un, mais il y a aussi le fait que durant les tournois maintenant, les catégories sont divisées d'avance pour les équipes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une répétition de catégories qui vient trop souvent. Donc, dans mon cas, les seules ligues que j'ai arbitrées, c'est la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est. Ça m'est jamais arrivé d'avoir vraiment analysé ce qu'étaient les équipes que j'allais arbitrer parce que le 3/4 du temps, on décidait qui allait jouer quel match lorsqu'on arrivait sur place. Donc, j'ai jamais eu vraiment cette pensée-là, mais je suis sûre que ça ferait partie du processus en quelque part. Hein. Moi, j'ai déjà eu ce réflexe-là, puis je suis un petit peu comme en train de me battre à l'intérieur parce que
Dans un sens, c'est le réflexe parce que, ça va donner un bon match. C'est intéressant. Tu veux que ça soit bon pour le spectacle. Sauf que dans un autre sens, t'es pas nécessairement en train de contribuer à le développement de ces joueurs-là parce que t'es en train de jouer pour leur force déjà au lieu de leur donner des défis puis pas tout le temps, tu sais là. Ça, c'est une autre chose qu'il faudrait que t'équilibres. Oui, si t'es pour faire ça, faut t'équilibrer avec du défi plus difficile. Oui, exactement. Il va y en avoir des toughs puis il va y en avoir des plus faciles. Je dirais que si je fais ça, je fais plus ça avec des à la manière d'eux. Parce que surtout, comme en ligue, on a, dans les contextes de tournois secondaires, on lui donne les à la manière d'eux d'avance. Ils ont le temps de se pratiquer, ils ont le temps de faire un peu de recherche. C'est pas toujours le cas en ligue. Fait que si tu vas donner à la manière d'eux, tu dis, sais-tu quoi, le style de cette équipe-là est déjà comme propre à un petit peu au style que je vais donner. C'est pas comme faut quand même qu'ils font un effort, tu sais là, c'est pas nécessairement dans leur zone de confort, mais c'est peut-être déjà mieux tourné à leurs compétences. Mais je trouve que c'est quand même trompeur parce que on dirait que tu as des bonnes intentions de vouloir donner un meilleur spectacle, mais t'es pas nécessairement en train d'être bénéfique pour les joueurs à long terme. Parce que t'es pas en train de ça, puis juste parce que tu donnes une chantée au meilleur chanteur veut pas dire qu'il va rentrer dans l'improvisation. Non, c'est n'importe ça. Quoi peut arriver. Puis tu les brûles aussi en faisant ça, parce que tu sais, tu réalises pas, surtout en ligue, dans les tournois, on a développé ce mécanisme-là de on va créer un horaire de catégorie, puis pas tout le monde va avoir, on fera sûr que tu sais. Tu te retrouves pas dans 3 matchs, t'as 3 chantés. Non, exactement, puis on s'assure de ça. Mais en ligue, c'est un petit peu plus difficile à contrôler. T'es souvent pas le seul arbitre. Tu crées ton match la semaine d'avant ou tu sais là quelques jours avant. Tu te rappelles pas toujours que ce qu'ils ont reçu la dernière fois qu'ils ont joué. Fait que si tu te dis, c'est ce joueur-là, il est bon en chanter, je vais lui donner une chantée. Puis là, un mois plus tard, tu rattrapes de nouveau. Puis là, tu fais, ce joueur-là, il est bon en chanter, je vais lui donner une chantée. Puis là, tu fais ça continuellement. Ça se peut que cette équipe-là, ils ont jamais eu de rimé. Parce qu'en plus de balancer les thèmes, faut balancer les catégories. Tu vas pas nécessairement, à moins qu'il y ait énormément beaucoup de catégories dans le match, tu vas pas nécessairement donner une chantée puis une remise dans le même match. C'est un petit peu, ça va chercher souvent les mêmes sortes de joueurs. Oui, les joueurs verbomoteurs. Écrire le match, c'est quelque chose que tu fais avant, mais il y a aussi toute la question d'informer les équipes de qu'est-ce qui va arriver, tu sais, de leur donner il va y avoir une manière je vais vous expliquer l'auteur. Encore une fois, pour pas que ça soit un piège. Tu sais, là, je vais pas te donner du Tolstoï puis t'as aucune idée qu'est-ce que c'est parce que je sais que ça sera pas bon. C'est pas pour que vous ayez des punitions après, c'est pour que vous réussissiez, là. Donc, on va avoir des conversations avec eux autres avant. Les gens voient pas ça. Le public vient voir, peut-être qu'il s'aperçoit, là, parce que souvent, dans la périphérie de la salle, l'arbitre est en train d'avoir des discussions avec les joueurs. Ça aussi, c'est une partie importante de la création du spectacle. Préparer les joueurs et qu'est-ce qui s'en vient, puis ça fait pas que c'est plus de l'improvisation, là. Non, absolument pas. Définitivement pas. Mais dirais-tu que quand tu t'adresses à des joueurs qui sont plus jeunes versus des joueurs qui sont plus vieux ou encore plus vieux que ça, qui ont plusieurs années d'expérience, le processus d'expliquer ces choses-là va être différent? Ah, définitivement. Surtout durant les tournois de qualification ou durant les Jeux de l'Acadie, on se retrouve souvent avec des équipes où veut pas, il y a des joueurs que c'est leur premier tournoi. Donc, tu veux pas commencer à expliquer les règlements de chaque catégorie, mais en même temps, tu veux que tous les jeunes soient sur la même longueur d'onde puis qu'ils comprennent dans quoi est-ce qu'ils s'embarquent. Donc, souvent, ce que je fais au niveau secondaire et maintenant intermédiaire, c'est que je vais leur donner des conseils de qu'est-ce que souvent je vois qui ne respectent pas la catégorie. Donc, OK, par exemple, une chose que je vais souvent dire, c'est dans la rimée. Les gens ont tendance, parce que c'est de même qu'on parle, ça fait partie de notre vocabulaire, on finit souvent les phrases avec des « là ». Donc, par exemple, où étais-tu hier? Tu ne devrais pas être si fier, là. Là, tu viens de casser ta rime. Donc, c'est des conseils de même que je leur donne peut-être, plutôt que de dire comme, dans une rimée, il faut que vous rimez. Parce que là, je veux pas, surtout ces catégories-là qui sont plus évidentes. Plus en tournoi, on ajuste, même en ligue, que ce soit une saison ou un tournoi, on ajuste constamment les joueurs. Dans le fond, ça nous amène à la deuxième grande responsabilité qu'on a identifiée tantôt, la punition et pédagogie, parce que à quoi ça sert la punition? Et ça sert à guider le spectacle dans un sens ou dans un autre, à guider les joueurs dans leur cheminement, en leur disant ça c'était pas à mon goût, puis mon goût veut dire le standard qu'on veut. Ouais, le standard du spectacle. Donc c'est guider les gens dans le spectacle, une sorte de metteur en scène instantané. En même temps, c'est comme donner des chocs électriques à des souris. Non. non, fais pas ça là. Là, tu le fais de nouveau, t'auras de nouveau des chocs électriques là. Maintenant, il arrête de le faire. C'est pour ça que le gazou sonne un peu comme le... Ah, voilà, Ah oui, hein?
Tout fait du sens. Parce que la même chose, la punition, si on regarde comment les punitions ont été attribuées dans les derniers 25 ans, on s'aperçoit que de moins en moins on donne de punitions techniques. On choisit nos batailles, finalement. On trouve pas que c'est nécessairement ça qui brise le spectacle, juste parce que tu as mis ta main sur la table de statistiques, par exemple, par erreur. Ça n'a pas brisé le spectacle. Que tu as été rude ou confus, ça endommage le spectacle. Là, fait qu'on va se concentrer sur ces choses-là parce qu'on veut pas donner toutes. Ben justement, Amélie Montour sur Facebook demande à Isabelle, ça fait quand même longtemps qu'elle arbitre, est-ce que tu vois une progression dans les types de punitions que tu donnes à travers les dernières années que tu arbitres? Puis est-ce que les béquilles chez les joueurs changent? Ben, c'est sûr que quand j'ai commencé à arbitrer au niveau secondaire, donc j'ai commencé à ce niveau-là, on portait beaucoup d'importance à ce qui se passe quelque chose, donc au déroulement de l'histoire, autant que possible qu'on ait un point A jusqu'à un point B. Évidemment, ça aboutit pas toujours à une fin comme telle, mais au moins qu'il y ait de l'action, qu'il se passe quelque chose dans l'improvisation. À ce moment-là, je me souviens que lorsque j'ai commencé, la punition qui revenait la plus souvent était le statisme. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a fini par tellement travailler cette punition-là en donnant des avertissements, puis ensuite en punissant les joueurs, puis on a peut-être commencé aussi d'une manière à démontrer ce qu'on voulait voir et pas ce qu'on ne voulait pas voir. Donc ça a donné des bonnes pistes à nos joueurs et ça fait qu'aujourd'hui, des statismes dans des tournois, on va en voir très peu, peut-être les premiers matchs, parce que les joueurs, souvent ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ils sont un peu rouillés, mais en général, je vois de moins en moins de statismes. Moi, personnellement, je donne de moins en moins de statismes. Ce que ça a occasionné, par contre, c'est que justement, à cause qu'on veut sauter dans l'action tout de suite, certains joueurs ont tendance à embarquer et là, une bonne expression, cracher son caucus et imposer un peu des personnages à l'autre joueur, de l'autre équipe ou peu importe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on voit un peu plus, c'est des rudesses pour essayer, ok, c'est bien que tu veux que l'action se passe, c'est bien que tu veux qu'on avance, sauf que faut que tu respectes le fait que l'autre joueur a peut-être quelque chose à apporter aussi. Donc là, on commence à voir un peu plus de rudesse qui apparaît, en tout cas dans ce que moi, j'appelle comme punition. C'est vraiment un pendule parce que si moi je peux remonter comme juste avant ce moment-là, d'où le jeu était plutôt statique, puis justement, le jeu était excessivement rude. On a commencé à punir la rudesse. Impose des choses à propos de toi-même, impose pas des choses à propos de l'autre joueur. Laisse l'autre joueur mélanger son caucus au tien, tu sais. Que les joueurs ont commencé à pogner une peur. On l'a vu, là, il y a eu un moment donné où ça rentre dans l'arène, ça se regarde dans le blanc des yeux, puis là, personne veut commencer de peur que ça soit rude. Il y a pas de demi-mesure, là. Quand tu es un joueur en devenir, t'as pas encore développé la capacité d'évaluer qu'est-ce qui est rude puis qu'est-ce qui est pas rude, qu'est-ce qui est statique puis pas statique. Fait que c'est un peu comme s'ils prenaient des formules toutes faites. Imposer, c'est une rudesse, je n'impose rien. Puis là, il y a rien qui se passe. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est passé, là. Ben, je pense qu'aussi, au niveau de la rudesse, qui est une punition que je trouve super intéressante, c'est qu'on n'apprend pas nécessairement comment réagir à ce comportement-là de commencer direct dans le feu. Fait que quelque chose qui peut être rude, si l'autre personne réagit passivement, ne peut pas être rude dans un contexte où est-ce que l'autre personne frappe la boule puis on rentre dans le jeu aussi. Fait que je trouve que c'est une punition qui est difficile. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait se concentrer sur le fait que l'autre personne doit réagir aussi, doit embarquer automatiquement, doit se lancer dans le feu aussi, pas juste faire comme OK. Ouais, toi, en tant qu'arbitre, quand tu regardes du jeu se passer, quelqu'un rentre, impose quelque chose rapidement. Il n'y a pas de contact visuel avec l'autre personne, il est presque dans sa bulle en train de faire quelque chose. Mais est-ce qu'il est en train d'établir quelque chose? Tu sais, au lieu de dire allô, bonjour, comment ça va, je suis en train de pelleter, par exemple. C'est une bonne amorce, ça, là. C'est correct, ça. Fait que juste le fait que j'ai pas dit hey, allô, je te vois comme joueur, veut pas dire que je sais pas que t'existes, là. Je suis pas dans une comparée tout seul, je suis dans le mix avec toi. Juste, je suis en train de faire de quoi. Puis vu que mon personnage est silencieux, en train de faire un geste, ben c'est à toi de réagir, c'est à toi d'intégrer ça dans ton jeu, puis même cette personne-là se rend très vulnérable, le pelleteur, là. Le pelleteur est vulnérable parce que l'autre personne peut dire c'est-tu ici que j'enterre mon grand-père, comme qui peut dire as-tu trouvé le trésor? Toi, tu t'es ouvert à toutes les possibilités parce que tu faisais un geste. T'as rien établi sauf ton geste. Mais les joueurs, des fois, ont peur de qu'est-ce qui est en train de se passer. Ah, il est en train de faire quelque chose, je vais attendre qu'il me dise qu'est-ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Puis là, il se laisse rudesser, si tu veux. Il devient victime parce qu'il attend que l'autre personne révèle qu'est-ce qu'elle faisait. Ben, vous êtes ensemble là-dedans. Là. Et ouvert, là, tu sais. Ça se peut que c'est de la neige, ça se peut que c'est du cold dans un train. Ça dérange pas. N'importe quoi. Oui, ça serait vraiment bon, une locomotive. Tu sais, puis là, ben ça active l'impro parce qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Personne ne sait où est-ce qu'ils s'en vont, puis ça, c'est le fun. Mais quand ce que t'as ces peurs, là, quand ce que t'es pas sûr du jeu, que t'es pas capable d'évaluer qu'est-ce que t'as le droit de dire à quel moment, puis ça, c'est souvent vrai chez des jeunes joueurs,
Là, tu as des moments comme ça. Puis comme arbitre, toi, faut que tu décides, est-ce que cette personne-là était rude ou est-ce que l'autre personne était statique, dans le fond? Est-ce que l'autre personne a décidé de pas contribuer? Bon, quelque part, c'est une forme de rudesse aussi de ne pas contribuer. Définitivement. Puis il y a aussi le phénomène de les jeunes qui ont justement peur de la punition. Que je peux comprendre qu'il y a un impact, surtout en format tournoi, où ce que tu peux risquer, s'il y en a accumulé trop, de donner un point à l'autre équipe, puis c'est sûr que ça influence ton classement, mais en quelque part, des fois, c'est peut-être mieux de te lancer dans le vide puis de prendre le risque de prendre la punition pour le bien du spectacle. Puis c'est difficile pour ces jeunes-là qui ont un peu moins d'expérience puis qui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, voient ça comme une compétition parce que leur but, c'est pas nécessairement de gagner, c'est juste d'être capable de jouer le plus de matchs possible. Je comprends absolument. Avec cette mentalité-là, ils se bloquent peut-être des opportunités d'offrir encore plus au spectacle. Ben, je pense que c'est une des façons que le jeu a changé, là, pour répondre un peu à Amélie. Il y a eu un moment donné au Nouveau-Brunswick où ce qu'on punissait à la tonne. On punissait tout ce qu'on voyait. Puis j'ai vu c'était pas mes matchs, mais j'ai vu des arbitres donner 32 punitions dans un match, par exemple. Je me souviens de ces chiffres-là, là. 27 punitions, 32 punitions. Toutes dans le même tournoi. C'est beaucoup, ça, là. Ça, c'est des points de transférés. Non. Ça n'a même pas de bon sens. Il y a 5 points de transférés de chaque côté. Tu finis 20 à 32, là. C'est ça, un match de 8 impro. À quelque part, le jeu était peut-être faible, puis c'était comme une sorte de shock treatment. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne idée. Mais il y a eu un moment donné que ça arrivait. Puis moi, ce que j'ai vu arriver aux joueurs du niveau secondaire, du moins, c'est il y a un moment donné, ils ont commencé à pas jouer pour jouer, ils ont commencé à jouer pour éviter les punitions. Essayer de jouer de façon la plus sécuritaire possible, puis dans le fond, le moins intéressant possible, parce que il y a une raison qu'on donne un prix de joueur le plus puni. Là. C'est pas une claque d'en face cette affaire-là. Là. C'est pas pour dire regardez-lui, là, il est pas bon. Pas du tout. On donne joueur le plus puni parce que ça, c'est la personne qui a été audacieux, qui a osé, qui a poussé des limites. T'sais, des fois, ils ont traversé la limite. Ils ont essayé. Puis il n'y a pas de joueur qui gagne joueur le plus puni normalement qui a juste joué une impro dans tout le tournoi. Là. C'est du monde qui joue souvent, puis en jouant souvent, ils vont faire un moment donné, ils vont faire des erreurs. Mais si tu joues souvent, faut que tu te réinventes un petit peu, puis le plus que tu joues, le plus que tu prends des risques, puis des fois ça marche pas. Là, ben, c'est ça, oui, c'est ça le danger. Mais au moins, c'est la personne ose marcher sur la corde raide. Puis tout ça pour dire, il y a eu un temps où ce que les joueurs jouaient de peur. Puis ça, c'est pas une bonne place. C'est pas une bonne façon de jouer. Surtout pas pour l'improvisation, parce que le fait que tu fais de l'impro, justement, c'est accepter le fait que tu es dans une zone d'inconfort qui est pas sécuritaire, parce que tu sais pas où ce que tu t'embarques, tu te lances dans le vide. Donc, d'essayer de jouer sécuritaire dans une discipline qui est pas sécuritaire, c'est une contradiction en soi. Oui, puis là, ces jeunes-là, par exemple, comprenaient pas pourquoi ils se faisaient encore punir. Oui, mais j'ai rien fait. Ouais, c'est ça, t'as rien fait. Puis il faut faire quelque chose. Tu sais, là, ça, c'est le numéro 1. Faut faire de quoi. Mais c'est un peu pour montrer aux gens, dans l'espace d'une vraiment brève discussion à propos de juste le statisme puis la rudesse, dans le fond, 2 punitions, comment est-ce que, au niveau des officiels, ça évolue toujours, ce discours-là. Fait que ça, c'est une des responsabilités qu'un arbitre a. C'est de se poser la question, OK, est-ce que je suis en train de faire les choses parce que je les ai toujours faites comme ça? Ou est-ce que maintenant le jeu a changé? Est-ce que maintenant le jeu a besoin d'autres choses de ma part? Puis le choix de punition qu'on va donner, la sévérité qu'on va donner à certaines punitions, c'est là que le jeu va se transformer avec le temps. Parce que vous voyez, ça, c'était des arbitres qui ont changé le jeu avec le temps. Ou ce que là, c'est devenu maintenant, parce que le monde sont moins statiques, mais ça, c'est un changement qui a été occasionné par des années d'arbitrage dans un certain sens. Ben, Isabelle, comment tu dirais que tu comparais l'approche des arbitres aujourd'hui par rapport à cette approche-là de 90 punitions par match? Ben, heureusement, aujourd'hui, on commence à prendre des décisions. Je veux dire, c'est sûr que l'impro-là était statique, elle était confuse, il y a eu un décrochage, en quelque part, tu te demandes, OK, qu'est-ce qu'il y a à la source de cette punition-là? Parce que, évidemment, il y avait quelque chose qui marchait pas dans l'impro. Mais au lieu d'aller chercher toutes les petites bébites, puis de toutes les ressortir, tu en choisis 1 ou 2, dans le cas, mettons qu'il y a quelque chose de technique qui est ressorti. Parce que c'est sûr que, oui, il y a eu une confusion, oui, il y a eu un statisme, oui, il y a peut-être une rudesse, puis là, il y a eu un décrochage. Ben, le décrochage va pas couvrir tout, mais c'est difficile de pas le donner si quelqu'un éclate de rire en plein milieu de l'improvisation et vient briser un peu le thème. Donc, c'est sûr que là, les punitions techniques, on les met à part, mais pour le reste, ceux-là qui sont plus attitrés au format du jeu, qu'est-ce qui était problématique? Ben, on essaie de revenir, OK, c'était statique, mais qu'est-ce qui a causé le statisme? C'est-tu à cause qu'il y a eu une confusion puis que là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe? Ou la confusion a-tu été créée justement à cause que quelqu'un a été rude puis a fait comme ceci, c'est mon caucus, mais toi, tu le comprends pas? Ouais, y a-tu eu un refus? Oui. Puis là, ben, si tu punis juste cette chose-là, là, t'es dans une position d'expliquer la racine du problème plutôt que de dire, ben, c'était confus puis tout le monde le sait, c'était rude puis tout le monde le sait. Là, on peut dire, OK, gars,
regarde, pour le joueur, là, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Ils peuvent modifier leur jeu. Si je te dis que t'es statique, ben, je ne sais pas pourquoi je suis statique. Mais si on vraiment fait quelque chose qu'on peut trouver le germe de ce statisme-là, par exemple, ben, là, le joueur a un outil pour changer son jeu, pour la prochaine fois que ça arrive pas de nouveau. Parce que c'est ça qu'on voit souvent, là, le même problème revient avec les mêmes joueurs. C'est parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Faut aller chercher ça. Je dirais même que pour les arbitres, c'est une bonne chose d'avoir une réflexion comme ça sur le jeu parce que tu comprends mieux le pourquoi que tu donnes tes punitions quand tu penses aux punitions dans ce style-là. Puis quand vient à expliquer les punitions, que je dirais qu'est le travail le plus difficile, Isabelle en a parlé, puis c'est vrai pour tous les arbitres. Si vous êtes en train de commencer à être arbitre, vous allez pas être bon à l'explication des punitions. C'est difficile. Mais si ton processus c'est ça a causé ça, donc ça nous a abouti avec ceci, t'as déjà la réflexion, tu comprends mieux le pourquoi tu donnes ta punition, fait que quand ça vient à l'expliquer, tu sais quoi dire. Puis tu te ramasses pas à être qu'est-ce qui s'est passé là, je comprenais pas, c'est confus. Oui. Ben, si tu es capable d'envoyer tu sais, surtout en format plus adulte, par exemple, parce que la pédagogie rentre moins en jeu, est encore en jeu, mais rentre moins en jeu avec des adultes qui souvent savent qu'ils ont mal fait. Là. Ils savent exactement pourquoi ils ont mal fait. Mais il faut pas oublier qu'on a un public, puis le public est peut-être à son premier match. Mm-hmm. Puis cette explication-là, pour eux autres, ça va former comment ils pensent à l'impro. Donc, on n'est pas juste en train de former des joueurs, on est en train de former un public qui va aimer de la meilleure impro, mieux voter sur les différentes improvisations, et donc mettre vraiment les joueurs au pas, là, que faut que les joueurs performent pour un public averti. Puis toi, ta job, c'est aussi des avertir de qu'est-ce qui est du bon jeu. Fait que tout ça rentre en jeu. Mais si tu peux envoyer une petite joke ou une petite sasse, tout ça, tant mieux. Le public aime ça. Puis ça invite le joueur à faire la même chose aussi. En termes de pédagogie, si toi, tu comprends pas le jeu, évidemment, comment est-ce que tu vas l'inculquer aux autres à travers tes explications? Bon point. Tu sais, j'ai écrit mes thèmes, je donne des punitions, je suis en train de penser à la vision globale de ma ligue ou de mon tournoi ou de mon réseau. Mais il y a aussi, je suis sur scène, puis je suis un performeur. Je suis, tu sais là, les joueurs performent, mais toi, t'es toujours dans ton personnage. T'es en mode spectacle. Plus ou moins toi-même, ça dépend des gens. Ça dépend vous autres, êtes-vous vous-même? Oui. Moi aussi, je suis moi-même pas mal. Ouais, moi non plus, je suis pas très intéressante. Non, mais je dirais que je suis moi-même avec, je sais pas, un 10% de plus de sass que j'ai d'habitude. La robe, c'est la robe qui fait la différence. Ouais, moi, je suis moi-même avec, je sais pas, moi, 20% plus de mépris. C'est pas vrai. Mais, non, mais moi, ça dépend des matchs. Je veux dire, quand j'ai commencé, évidemment, nous autres, le héros, c'était Yvan Ponton de la LNI, Lancé Compte, etc. Vous savez, Yvan Ponton. Ben, c'est lui qu'on imitait, puis lui était excessivement sévère, puis c'était l'affaire de pas jamais avoir même un sourire, puis s'il réussissait à le faire décrocher même par un coin de lèvres, c'était un succès, puis le monde capotait. Mais ça fait partie du spectacle, puis il sait ça, là. Tu sais, il sait que si il brise l'illusion, le monde va triper, puis ça va être un moment d'un coup de théâtre. Puis moi, mes arbitres de jeunesse, Stéphane Raymond, par exemple, était un monstre. C'était Yvan Ponton fois 1000. Il te regardait, puis t'avais envie de fondre. Tu pouvais pas soutenir son regard. Moi, c'était je vais pas dire idole, pas dans le cas de Stéphane, mais... Tes influences. Ouais, c'est mes influences, c'est ça. Quand je suis devenu arbitre, j'avais ces gens-là dans la tête, Jerry Grisé, je vais en nommer, mais t'es ça au début. Un moment donné, OK, moi, je vais essayer d'être super sérieux, je vais essayer de faire des coups de théâtre comme ça. Mais à mesure que tu le fais, je pense que tu deviens de plus en plus toi-même. Tu deviens à l'aise, puis l'arbitre puis la personne sont un peu la même personne. Oui, je pense que oui. Je pense que ça te change un peu comme personne aussi de le faire, là, tu sais. On a parlé juste de le niveau de confiance. Je sais que pour moi, ça m'arrivait aussi, tu sais. J'ai développé beaucoup de confiance en arbitrant, tu sais. Je suis devenue plus moi-même, peut-être plus à l'aise avec moi-même de faire des petites jokes, d'avoir plus de sass, puis publiquement, quelque chose que j'aurais peut-être plus fait derrière des portes fermées avec des amis proches, que là, OK, peut-être que je peux faire ça, puis c'est OK, puis tu te développes comme personne en vieillissant aussi, c'est sûr, là. Mais totalement d'accord par rapport aux influences de les gens. Je sais pas pour Isabelle qui était ses influences d'arbitre, mais je sais que pour moi, comme j'ai absolument développé mon personnage d'arbitre, mais basant sur des gens que j'ai vu arbitrer. C'est le même qu'on apprend, là. On donne un cours, ça. Mais dans le fond, c'est de l'avoir vu. Tu voles des éléments du monde, puis tu vois comment ça marche, puis là, tu modifies à ton affaire, puis là, à un moment donné, tu vieillis, puis tu peux pas autant comme spinner que tu spinnais avant, puis là...
ça devient moins... Il y a un moins moment donné que flexible. c'était très délibéré. Tu faisais des mouvements, tu essayais Oui. de créer une mise en scène pour toi-même. Mais avec le temps, ça devient juste comme un automatisme. Puis dans ton automatisme, ton geste a changé, ta façon de faire a changé. Mais il y a beaucoup des automatismes du début qui restent pour toujours. Tu sais, je vais toujours demander le vote de la même façon. Oui, Isabelle en a parlé un peu au début, où est-ce qu'on parle d'un rythme que tu développes dans ton rôle. Tu sais, tu t'écris un script un peu à toi-même, au point que pour moi, j'ai de la misère à me rappeler l'ordre des conditions sur une carte sans lire un thème. Tu sais, je fais comme improvisation mix ayant comme thème nombre de joueurs. OK, c'est là que nombre de joueurs. OK. Puis on dirait que j'ai la misère parce que c'est un script qui est juste dans ma tête mémorisé. Non, c'est ça. Puis moi aussi, évidemment, à force d'observer des différents arbitres, que ce soit membre du public, que ce soit lorsque j'étais juge de ligne, c'est un peu de même que tu viens absorber toi aussi certains éléments. Tu te développes ce que tu penses être un personnage. Puis c'est drôle que tu disais tout à l'heure que toi, ça t'a donné jusqu'à un certain point peut-être un peu plus de confiance en toi-même dans la vie de tous les jours, parce que moi je dirais que c'est tout à fait le cas de mon côté. Juste que je me dis, OK, qui j'étais avant que j'arbitre? Ben, j'étais Isabelle. Maintenant, je suis apparemment shotgun. Mais l'évolution que j'ai vue, c'est que au tout début, j'arbitrais et j'étais tellement insécure. Mais je suis venue à faker de la confiance en moi au point où je suis devenue confiante et que ça se reflète maintenant dans ma vie de tous les jours. Mais comme à titre de personnage, oui, j'ai commencé peut-être en étant plus rough parce que l'arbitre que j'avais le plus observé était Michel Albert, qui lui avait été observé par d'autres personnes qui étaient apparemment horribles. On est juste en train de diluer, là. C'est ça. Donc, peut-être qu'à partir de ce moment-là, je suis devenue un peu plus moi-même. Tu vas essayer des choses, ça va plus ou moins marcher. J'ai vu des arbitres qui, eux, s'adressaient aux joueurs et à son public comme s'ils étaient une enseignante maternelle. Puis, sais-tu quoi? Ça marchait. On salue Patrick Hardy. Hey! C'est quoi? Attends, c'était mes petits poussins, mes petits moineaux. Bonjour, mes petits poussins. Je crois que c'était poussins. Poussins? Oui. Je pense que c'était C'est comme ça. même. Oh oui! Et puis le monde était dedans, là. C'était des jeunes, des adolescents dans le public, pis ils sont comme bonjour! Donc, tu sais, si ça marche, tant mieux. Puis, tu essaies des choses, puis tu prends des morceaux un peu partout de ce que tu as essayé, puis tu finis par te bâtir ton personnage qui, plus souvent qu'autrement, va être une réflexion de qui ce que t'es, mais dans un contexte formel. Oui, on se connaît toutes, mais comme que tu as dit, c'est un personnage, c'est un rôle, tu es sur une scène, donc tu mets tes rayures, tu deviens l'arbitre toi-même, t'es plus juste toi-même. Donc, je vais interagir avec des capitaines qui sont mes amis, mais je vais les vous voyez, ils vont me vous voyez. Ça arrivera jamais dans la vie de tous les jours, mais c'est de même ça fonctionne. C'est la beauté de l'improvisation, c'est que c'est un spectacle. Tout le monde en fait partie et le décorum, justement, doit être suivi pour que le public, qui sait pas qu'on est peut-être tous des amis dans la vie de tous les jours, réalise que, ah oui, ok, cette personne-là est vraiment une autorité ici parce que il vous voit, là. Attention, s'il vous plaît. Puis, oh, cette personne-là est en train de te dire de te tenir droit, là. Attention. Ouais, mais ce personnage-là est super utile là, si t'es pour jouer dans un endroit comme un bar ou un endroit public où ce que le monde écoute pas tout, là. Moi, je me suis fait demander plusieurs fois, en arbitrant plusieurs fois d'aller, on se verra dans le stationnement après. C'est comme, ah ouais, as-tu rencontré mes chums, Bass puis Schwinn, puis c'est des armoires à glace. Beaucoup de joueurs qui étaient des armoires à glace à ce temps-là, ça aide. Mais non, il y a jamais personne qui s'est retrouvé dans le stationnement avec moi. Mais tu sais, il y a des gens qui étaient choqués parce qu'ils se faisaient dire, peux-tu baisser le ton parce qu'il y a un spectacle ici? Puis ce personnage d'arbitre-là, le mien, je l'ai appris comme un peu comme ça, là, avec une foule hostile. Pas tout le monde qui était là pour l'impro. En tout cas, c'est différent que quand t'es complètement entre amis ou entre gens qui veulent voir ce spectacle-là, c'est sûr. Mais il y a aussi, on parlait de Patrick Hardy qui faisait la gardienne de maternelle. On peut nommer facilement Daniel Ouellette qui jouait un personnage différent à chaque match. Il s'inventait un nouveau personnage assez extrême à la Ligue d'improvisation acadienne. Moi, le danger de ces choses-là, c'est pourquoi je préfère être quand même moi-même. Parce que j'ai déjà essayé ça aussi. J'ai déjà fait cette expérience-là de jouer des personnages différents de match en match. C'est que ton personnage peut pas prendre le dessus sur tout le spectacle parce que si les joueurs sont bons, là, tu veux pas interrompre le spectacle à cause que toi, t'as une affaire à faire. Parce que toi, faut que tu présentes ton personnage de façon voyante. Des fois, l'arbitre, faut qu'il disparaisse. Ben c'est ça, je trouve que le danger avec établir ça dès le début. Parce que comme arbitre, tu peux deviner un petit peu, mais tu sais jamais la qualité du spectacle qui s'en vient. Parce que c'est de l'impro, tu sais pas si ces joueurs ici, même si ces équipes ici jouent
normalement très bien ensemble. Ou, tu sais, ils ont été forts tout le tournoi, on sait pas si ce match ici va être bon. On n'a aucune idée. Fait que si tu commences le match avec un personnage vraiment fort, puis développé, puis qui établit quelque chose qui est obligatoire pour que le personnage continue d'exister, puis là que le match est bon. Ouais, toi, tu freines le momentum, là. C'est ça. Si tu prends trop de place. Des fois, il faut que tu prennes de la place parce que les joueurs prennent pas de la place, puis c'est quelque part les inviter à prendre plus de place, tu sais, un peu les choquer. Puis d'autres fois, il faut que tu te mettes en retrait parce que tu dis, garde, ça va assez bien, les joueurs sont assez bons, j'ai pas besoin de punir, je veux juste regarder une autre impro, je vais être comme le public. Non, mais... Tu deviens le quote-unquote liseur de thème. Fait que tu peux pas avoir ce shtick-là de préparer qui nécessite que tu donnes un show entre les impros, là, puis à un moment donné, ça avance plus. Puis il y a des arbitres qui ont été trop loin des fois où c'était juste leur spectacle à eux autres, puis les joueurs étaient impatients, puis tu le voyais, là, les joueurs étaient impatients sur le banc parce qu'ils voulaient en jouer une autre. Ils étaient dedans, puis ils avaient peur de plus être dedans. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on est arbitre, comme faut t'établir un personnage parce qu'il faut que tu sois divertissant, mais faut aussi que tu donnes de la place aux joueurs parce que c'est eux autres les vraies vedettes aussi. Ah, puis c'est important aussi au niveau du timing, parce que comme tu dis, si tu prends trop de temps pour faire ton shtick de personnage, maintenant, si t'es dans un format tournoi, du retard, ça se prend tellement rapidement d'un match à l'autre que tu peux pas commencer à essayer de voler la vedette avant le vote, avant la lecture de thème, puis là, tout d'un coup, regarde, mon match a débordé de 15-20 minutes dans le match d'après. On n'a pas le temps pour ça. Non, définitivement pas. Donc, c'est encore une fois non seulement un respect des joueurs qui, eux, sont les vedettes, mais aussi un respect du format qui a été créé, donc dans ce cas-ci, le format tournoi, où ce qu'on a un horaire très chargé à respecter. C'est ta responsabilité de t'assurer que le roulement du show suit ce qui est demandé. T'sais. Puis encore une fois, aucune formule qu'on peut suivre à chaque fois. C'est pas la même chose d'un tournoi que dans une ligue. C'est pas la même chose avec des adultes qu'avec des jeunes. 1000 variations là-dessus. Et toi, comme arbitre, les chances sont qu'il va falloir que tu te baignes dans ces différents mondes-là, puis que tu changes ton jeu. Je pense que c'est possible de faire un personnage, parce que je veux dire, on fait tout un personnage, là, peu importe, mais un personnage plus développé et plus créatif, que peut-être même un appui de costume, pis ce genre de choses-là. Mais si tu le crées, que le personnage existe dans les moments que naturellement qu'un arbitre parlerait, que t'as pas besoin de plus que ça pour que ton personnage existe. C'est dans la demande de vote, c'est dans l'explication avec le capitaine, le lancer de la rondelle. Absolument. Puis tu sais, Patrick Hardy, c'est un bon exemple de ça, parce que lui, il disait comme, bonjour les petits poussins, on va lire un nouveau thème. Mais ça, faut que tu fasses ça d'une façon ou d'une autre. Ça prend pas plus de temps que si il avait dit, bon, le prochain thème, c'est juste un petit détail. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Il y a des détails que les gens accrochent dessus, que tu le veuilles ou non. Par exemple, moi, apparemment, quand je dis minutes, quand je fais mon lecture de thème, je fais 4 minutes, puis je sais pas à quel moment que j'ai commencé à dire ça. J'ai amené ça juste existé. Puis là, j'ai commencé à le dire tellement régulièrement que c'est juste devenu un staple de toutes ma lecture de thème. Puis les gens, là, dans le public, à un moment donné, ils ont réalisé que je faisais ça. Mais ils disaient avec moi, là, ils étaient « Minute! » Tu sais, crier ça de la foule, c'est un petit détail. C'est juste quelque chose qui s'est développé dans le même sens que, originalement, j'avais volé plein de spinny choses de Sam Chiasson, qui a éventuellement dilué à ça que je fais tout de suite. Comme que moi, au début, je saluais la foule en me prosternant vraiment bas. Oui! Puis ça m'arrivait à plusieurs reprises de presque face-planter. Oui. J'ai arrêté, surtout que maintenant que je porte des talons hauts, c'est très dangereux. Au lieu de ça, j'envoie la bise au public. Mais oui, donc c'était quelque chose que je faisais, puis je me suis rendu compte que pour des raisons sécuritaires, je vais arrêter. Parce que mes jambes me supportent moins à cette heure que je vieillis, apparemment. Moi c'est pareil, là. Moi avant, je me comme penchais pas mal plus bas, là. Je faisais quasiment une jambe split chose. Si vous écoutez puis vous pensez vous tourner vers l'arbitrage, sachez tout de suite que c'est très difficile. C'est dur sur les jambes, sur le dos. Les genoux. On est toujours en train de s'accroupiller puis se relever puis s'accroupiller puis se relever puis s'accroupiller puis se relever. T'es tout le temps un petit bonhomme. Un plein tournoi de squats. Puis en plus tu cours parce que faut que tu cours à une équipe, tu cours à l'autre équipe. Tu réalises juste là la deuxième journée du tournoi là, tu t'aperçois que t'as mal. T'as vraiment mal. Lundi t'arrives. Non seulement ça, mais en plus le 3/4 du temps tu dors sur des planches d'école. Oui. Donc tu t'arrives le lundi à l'université de nouveau, au travail ou peu importe, et tu le sens partout dans ton corps que tu viens de passer une fin de semaine avec peu d'heures de sommeil et beaucoup trop d'efforts physiques sur des muscles. Puis je dis pas qu'un joueur peut pas
avoir mal après un tournoi, tout ça. Ben, surtout si t'es un joueur très physique, là, qui se garoche. C'est sûr. Mais un arbitre, on dirait que c'est rien. On dirait que t'es tout le temps debout puis assis. On veut pas vous avoir à moins que vous soyez en C'est ça, là. Ben, ça devrait faire partie physique. de la formation d'arbitre, juste une session de squat. On fait juste des squats, ouais. Un peu comme les joueurs qui font des flexions puis des réchauffements. Des sortes de réchauffements qui font juste comme tourner leurs poignets puis tourner leurs bras, tu sais là ces choses-là. Juste pour ça, on devrait faire ça. De flexibilité. Ouais. Je suis sûre qu'on se ferait beaucoup moins mal. Mais quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que différentes personnes peuvent accrocher sur différentes choses chez des gens qui ont regardé arbitrer, parce que Isabelle disait que quand elle a regardé Mike, elle a accroché sur la sévérité puis le genre de comme intensité quand ce que tu donnes des punitions. Tandis que moi, ce qui m'a plus inspiré dans ton arbitrage, c'est la capacité d'être vraiment mean mais en même temps gentil. Tu sais, c'est la capacité de être vraiment sassy puis comme avoir cette autorité là de la comme méchanceté du personnage, mais en même temps sympathique. Mais quand même avoir un sourire au coin, tu sais là, un sourire au coin puis que le public est comme oh, on l'aime assez là. Ben c'est ça, mais il y a quand même c'est même pas de même que je pense la réaction que le public m'a donnée à travers les années, c'est beaucoup comme ils sont sur mon côté. C'est comme ouais, dis-y. OK. Je vais le prendre. Mais c'est intéressant parce que sauf au Québec. On regarde oui. Ben l'arbitrage au Québec est quand même assez différent au niveau du personnage. Dépendant des endroits aussi, puis ouais. Mais c'est intéressant que deux personnes peuvent regarder la même personne puis accrocher sur des différents détails, dans le même sens que je suis sûre que des nouveaux arbitres d'aujourd'hui ont regardé moi puis Isabelle puis ont accroché des différentes affaires dans notre arbitrage. Faut-tu que je m'appelle Isabelle pour arbitrer? C'est obligatoire. Changez légalement vos noms tout de suite. Sorry Randy. Pour nommer un jeune arbitre. Fait qu'à quelque part, Jean-Sébastien Arsenault, est-ce qu'on a répondu à ta question? Dis-nous dans les commentaires. C'est ça. C'était quoi les responsabilités requises? Ben, tout ça. Je pense que avoir des responsabilités, c'est un peu ça, être arbitre. T'as les responsabilités du spectacle à tous les niveaux. La préparation, le pendant, le long terme pour les joueurs, la ligue dans laquelle tu opères. Être responsable, je pense que ça serait la numéro 1 dans un sens large pour un arbitre. Ben, Isabelle l'a mentionné un peu dans la première moitié par rapport à la coordination d'une ligue. Elle a commencé à jouer des rôles officiels, puis ça y a donné des genres d'indices de coordination. Puis je pense que l'arbitre est un peu un coordinateur d'un match. Ça, sa responsabilité d'aller chercher les joueurs puis les offrir quelque chose de bon, des bons thèmes puis un bon match pour faire un bon spectacle avec ça. T'sais, si tous les thèmes sont rapport avec l'amour, ben ça va être plate bien vite. T'sais. Dans le même sens qu'il y a un petit peu la responsabilité de faire sûr que toute son équipe d'officiels se sentent bien, puis sont prêts, puis ont tout ce qu'ils ont besoin. Puis parler aux équipes avant, puis faire sûr qu'ils sont prêts pour le match qui s'en vient. Ouais. Ça veut dire différentes choses selon les différents niveaux, mais je pense que Isabelle puis moi, on a tous les deux tes coordinatrices. Je pense que on a ces compétences de coordination-là s'appliquent beaucoup au rôle d'arbitre aussi. D'ailleurs, il faut que tu t'appelles Isabelle pour être coordinatrice. Oui, Nathalie l'a vécu, s'il vous plaît, lorsqu'elle m'a succédé en tant que coordinatrice et que tout le monde l'appelait encore Isabelle. Oh. Moi, je dirais même que comme quand j'arbitre, je vais avoir un souci de vérifier le son, vérifier l'éclairage. Comme je suis juste un arbitre, puis il y a un organisateur à quelque part là, qui s'occupe de la macro-logistique. Mais ça va être mon spectacle, ça là. Ça va être sur mon shift à moi, puis je veux que tout va bien. C'est un peu comme au jeu de l'Acadie avec l'équipement technique. T'avais ça sur les épaules, même si c'est un problème de technique, ça. C'est un problème de technicien s'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est toi qui le sens parce que t'es responsable de ce spectacle. Non, c'est sûr. Puis ça fait partie du rôle qu'on le veut pas. De mon point de vue, pour être un bon arbitre, faut que t'accordes une importance cruciale au bon déroulement du spectacle. Donc, t'as pas besoin d'être organisateur dans l'âme pour être arbitre, mais en quelque part, un bon arbitre va devenir un excellent organisateur, d'après moi, parce que il va développer ces réflexes-là pour ses propres matchs, donc peut-être plus tard pourra justement les développer pour une ligue ou pour un tournoi ou peu importe. Ou devenir ombudsman. On a peut-être du temps pour des questions de nos auditeurs, Isabelle? Absolument. Yves Doucette sur Facebook nous demande est-ce qu'on voit une différence plus ou moins généralisée dans le style de jeu et ou d'arbitrage des différentes régions de la province? C'est drôle parce qu'on parlait du Québec justement tout à l'heure, qui est évidemment une grosse différence. Là, on parle de la province. Ça dépend évidemment que ce qu'est le mandat que ta ligue ou que le tournoi va se donner. Mais ce que je pense que par rapport à l'arbitrage, ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, on a l'atelier d'arbitrage qui est offert aux gens qui veulent s'impliquer au niveau d'être bénévole pour Improvisation NB.
Donc, de plus en plus, les arbitres sont sur une même longueur d'onde. On voyait peut-être moins ça au début, où ce que certaines régions allaient plus miser sur... Un arbitre se développe par lui-même, donc a sa façon de regarder le jeu. Fait que t'as cet arbitre-là qui, lui, ça le dérange pas des rudesses. Mais t'as cet autre arbitre-là qui est super sévère sur les rudesses. Puis ils sont dans le même tournoi, puis il y a pas de constance pour les joueurs. Donc ça règle ça, là. Tu sais, c'est l'idée que, oui. OK, sur quoi on mise cette année? Où est-ce qu'on veut amener notre réseau? Puis on a ces discussions-là, ben franchement, puis même, tu sais, là, à la limite, il y a presque un vote à la fin, à savoir, OK, où est-ce qu'on s'en va? Comme ça, que pour les joueurs, il y a une constance. Ça dépend pas de quel arbitre qu'ils ont, là. Ils sont arbitrés un peu de la même façon. Ben, je dirais surtout comme une constance philosophique. Ouais. Si tu veux arbitrer dans les tournois secondaires, ça dérange pas qu'est-ce que tu fais dans un autre contexte où est-ce que c'est peut-être une différente philosophie qui règne. Aussitôt que tu arrives dans ce milieu-là, ça devient ça qui s'applique, peu importe. Tu sais, tu peux être plus sensible à certaines punitions plus que d'autres, ou tu peux avoir une sorte de personnalité qui diffère beaucoup. Mais je pense qu'à la base, il faut juste pas qu'il y ait des matchs, qu'il y a 46 punitions puis une autre qui en a pas du tout. Non. C'est surtout ça qui est important. Ouais, je pense que on a homogénéisé ces choses-là puis pour le mieux du réseau d'improvisation dans la province. Évidemment, le jeu change de région en région. Il y a des règnes d'entraîneurs qui font en sorte que des joueurs ont un certain style de jeu qu'ils ont appris des gens en arrière d'eux autres. Il y a des différences culturelles. Mais en termes d'arbitrage, il y a une homogénéité. Puis de la même façon, c'est ça. Ça dépend de ce que tu vas être. Comme c'est sûr que là, ça s'applique à l'improvisation NBA, donc surtout le circuit secondaire. Mais il va peut-être avoir des différences philosophiques quand on voit, par exemple, je sais pas moi, les ligues civiles ou les ligues universitaires ou peu importe. Donc là, c'est sûr que l'arbitrage va différer parce qu'on n'a plus le même mindset, on n'a plus les mêmes règles qui sont établies. Mais en général, ce qui est intéressant, c'est que d'observer, c'est que justement, c'est au début, lorsqu'on a commencé à avoir ces discussions-là, on a vu des arbitres qui ça faisait un peu plus longtemps qu'ils étaient déconnectés, qui revenaient dans le circuit et qui allaient donner des punitions plus techniques que nous autres, on avait décidé qu'on annulait. Le chandail qui est tombé par terre, par exemple, qu'on peut réutiliser, ou quelqu'un qui oublie de rentrer le pied ou la main dans l'arène avant une sans limite ni frontières. C'est sûr que ce sont des petites technicalités qui, justement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, n'affectent plus nécessairement le spectacle. Donc, nous autres, on a décidé de les mettre de côté. Mais un arbitre qui a pas réussi qui a pas suivi ces conversations-là, qui était pas dans les ateliers, va un peu se retrouver dans une situation où il va peut-être punir ce geste-là, c'est par erreur. Et c'est là que c'est important pour moi, en tout cas de mon point de vue. Je trouve ça vraiment crucial qu'on a ces formations-là, puis je trouve ça super que ça a lieu, puis on le voit de moins en moins, puis ça veut dire que ça marche. Mais c'est rester connecté, hein, parce que je trouve que dans les dernières, je dirais 7 années, 8 années, ça a vraiment évolué. Je trouve l'improvisation en général, la philosophie a beaucoup changé, puis notre approche à plusieurs différents éléments a changé aussi. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'arbitre dans cette conversation ici, mais il y a le principe d'être une équipe d'officiels, de valoriser chaque rôle, juste des petits détails de même que, tu sais, si quelqu'un de plusieurs générations là-bas, que peut-être dans cette génération-là, on valorisait pas du tout le rôle de juge de ligne. Tu sais, il arrive, il arbitre, puis c'est comme, pourquoi tu me parles? Juste cette dynamique-là, ce changement-là de philosophie puis de l'approche, c'est important de rester branché puis de garder au courant des modifications et des évolutions. Comme qu'on parle de ça, c'est ça. Le jeu évolue, donc on se doit d'évoluer aussi, puis tu peux pas prendre un recul, puis revenir, puis être à la même place. Mm-hmm. Ça nous permet de créer d'autres libertés aussi que les joueurs avaient moins, comme par exemple lorsqu'on a eu la discussion pour transformer les règlements par rapport à la poursuite, que je trouve que ça nous offre tellement des belles opportunités, puis des improvisations qui sont tellement intéressantes, puis des beaux défis qu'on n'aurait pas vu auparavant. Mais justement, non seulement c'est bon parce que nos arbitres sont tous à même niveau, mais de pouvoir discuter de ce qu'on veut voir, puis comment est-ce qu'on veut que le show soit runné, puis qu'est-ce qui va être les différences, ça nous permet d'avoir des nouveautés qui arrivent et qui permet encore une fois à notre discipline d'évoluer. C'est ça que je trouve qu'on a parlé un peu de la comparaison entre le Québec puis le Nouveau-Brunswick, puis je pense que un élément qui est super intéressant pour nous autres, c'est que notre communauté est très très connectée entre elles, qui est un atout que je pense qu'on oublie, qui est quelque chose de vraiment particulier puis fantastique au Nouveau-Brunswick. On a cette capacité-là de être toutes sur la même longueur d'onde en général. C'est quelque chose que les autres provinces sont tellement des grosses provinces ou sont trop réparties, ou tu sais là les ligues veulent faire leur propre chose tout seuls sans vraiment nécessairement être connecté aux autres. Mais ici, je trouve qu'on a vraiment cette capacité-là d'aller rejoindre différentes choses, puis tu peux aller jouer
à Edmundston avec une équipe d'une école secondaire là, puis jouer à Moncton, puis jouer à Rogersville, puis que toutes les mêmes bases de règlement puis d'approche s'appliquent. On peut tous se retrouver, qui est quelque chose de vraiment fantastique. Yves Doucette en pose une autre. Ben oui, sur Facebook, il nous demande est-ce que le fait de jouer beaucoup d'impro facilite éventuellement le travail de l'arbitre ou c'est pas vraiment une condition nécessaire? Ben moi, j'aimerais dire que c'est pas une condition nécessaire. Je l'espère, anyway, parce que ça voudrait pas dire grand-chose pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'observer le jeu te permet d'apprendre autant par rapport au spectacle que d'être joueur ou peu importe la position que tu vas prendre. Tu vas te retrouver à observer l'impro puis à apprendre. Donc, oui, c'est sûr que plus que tu vas voir d'impro, que ce soit en tant que joueur, que ce soit arbitre, public, que ce soit membre de l'équipe officielle, tu vas développer des réflexes, puis tu vas développer un rythme, puis tu vas développer une conscience qui est importante pour l'arbitrage. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'années de jeu derrière toi pour être un bon arbitre? J'ose espérer que non. Moi, j'en ai connu qui avaient aucune expérience de joueur, qui ont commencé arbitre. Ça se peut aussi. Puis, c'est pas une pire place. Je pense que t'amènes quelque chose de différent dépendant de ton background, que ça soit que ça veut, qu'il soit culturel ou en termes de joueur. Moi, j'ai joué pas mal avant de commencer à arbitrer, mais même là, je pense que j'ai arbitré beaucoup plus d'années que j'ai joué. Je pense que le danger, c'est de toi les choses qui te dérangent comme joueur, il y a juste ça que tu punis. Toi les genres de thèmes que toi t'aimes, il y a juste ça que t'écris. Être trop égoïste en tant que joueur, être trop joueur dans ton arbitrage peut être problématique. Tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre. Faut que tu saches doser. Ben, je pense que tant que tu comprends qu'est-ce que c'est être joueur, tu peux être arbitre. Parce que faut quand même que tu comprends qu'est-ce que le travail qui vient avec la création d'impro, que tu sais à quoi t'attendre, tu comprends le feeling de pas nécessairement savoir où est-ce que tu t'en vas avec ce site. Puis tant que tu comprends ça, c'est correct parce qu'on a beaucoup parlé de le processus d'analyse quand ça vient à donner une punition. Puis je pense que ce processus d'analyse-là reflète beaucoup le processus d'analyse que tu devrais avoir comme joueur aussi. Pourquoi mon impro était bonne? Pourquoi mon impro était pas bonne? Est-ce que ce niveau d'analyse-là est différent? Pas vraiment, en quelque part, parce que du moins que tu penses à l'impro, puis tu réfléchis sur l'impro, t'es en train d'en apprendre sur ce sujet-là. Fait qu'en voyant, je pense, autant qu'en jouant, t'en apprends. Ben, c'est tout le temps qu'on a. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future, dans la version podcast du moins. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à Isabelle Shotgun Godin d'avoir passé ce temps-là avec nous. Ça fait plaisir. Merci Isabelle Gauguin, qui est la co-animatrice de l'émission. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien fascinant, je suis sûr, avec une vedette de l'improvisation. Bye. Bye tout le monde. Bye. Convaincant. Ouais, je vais juste recommencer. Excuse-moi. Sorry, editing Mike. Editing Mike. Pissed.